Et nous revoilà pour cette deuxième partie du Grand Nimp avec mes fidèles acolytes. Après un bon repas, une bonne régalade, nous avons aiguisé nos crocs pour cette fois passer au cancre de l'année, au bonnet d'âne. Ceux qui nous ont déçus plus que de raison. Oui, voilà. On fait des petites références, des petites pubs cachées aux bières, comme ça ne fait pas de mal. Si tu arrives à faire un jeu de mots avec Ougarden, je te tire mon chapeau, mon pote. Mais voilà, nous allons passer cette fois-ci au cancre de l'année. Ceux qui nous ont irrité le poil, ceux qui nous ont déçus, ceux qui nous ont exaspérés, voilà, qui nous ont donné des envies de mort. Ils sont là ce soir. C'est ça. Excusez-moi. Tu me parles de qui parles-tu? On me donnerait le bon Dieu sans confession. C'est ça, c'est ça. Alors, messieurs, on va faire comme à notre habitude, faire un peu monter la sauce, avant de passer à la purge de l'année. On va parler j'adore la sauce. de ceux qui se trouvent un peu tout en bas de l'échelle, mais pas très loin. Avec, pour commencer, la déception de l'année. C'est-à-dire, un film qu'on attendait, un film qu'on aurait aimé, j'ai envie de dire, qu'on était allé voir avec moultes attentes et qui malheureusement s'est avéré très déceptif. Voilà. Vous êtes triste, on est triste, mais bon, la vie continue, c'est du cinéma. Mais c'est vrai qu'il faut quand même... la vie est faite parfois de déceptions. Alors, qui veut commencer? On va commencer par Pascal, qui avait envie de commencer. Eh oui, ma déception, c'est Jim Jarmusch et The Dead Don't Die. C'est un film plein de promesses. T'étais déçu, oui. Mais sur le papier, un super cast, Adam Driver, Bill Murray. Casting, ça envoyait du lourd, hein. On est d'accord. Tilda Swinton. Comment elle s'appelle? Chloé Sevigny. Merci. Oui, et plein de seconds rôles aussi intéressants. Selena Gomez. Mais aussi je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue Tex dans Once Upon a Time in Hollywood aussi d'ailleurs. Et Iggy Pop. Iggy Pop aussi, voilà. Bien sûr. J'ai cité. Et au final, tout est sous-exploité, rien n'est mené à bout et on s'emmerde. Surtout, il a pris le sujet du zombie par-dessus la jambe, il en a rien à foutre. Comme il en avait rien à foutre avant du film de vampire. Même s'il était allé dans une veine un peu plus arty, il avait un peu plus exploré la thématique. C'est l'histoire. Bien sûr, mais là, c'est en gros... Et visuellement, c'était bien. Je comprends ce que dit Pascal. Je prends le zombie, mais c'est carré. C'est quand il a fait le vampire, il y avait quelque chose, il avait réussi à créer une ambiance. Et là, je comprends pas pourquoi il a fait un... crépusculaire. Il utilisait quelque chose. Et là, je comprends pas pourquoi il a pris ce côté un peu l'humour. C'est pas du tout du Jim Jarmusch, d'ailleurs, de faire de l'humour. Il en fait, mais c'est pas à ce point. On aurait dit un. Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? C'est pas le fait de faire de l'humour qui m'a dérangé, parce que je pense qu'il y avait effectivement quelque chose à faire. C'est juste que ça tombait à plat. Tombait à plat. Les personnages étaient présentés, évacués tout de suite. Tu parles de Selena Gomez. Voilà, il n'y a aucune ligne. Il y a un côté un peu au final, ça raconte rien. Ça commence à raconter des choses, puis bon, ça non, il y a un côté méprisant du mec qui se dit tiens, c'est quoi ce genre-là qu'ils aiment bien les jeunes? Tiens, des zombies, pourquoi pas, je vais m'amuser avec. Sans s'intéresser à l'histoire du film de zombies, sans s'intéresser. Alors qu'à côté, t'as Shaun of the Dead. Oui, voilà. Shaun of the Dead qui est beaucoup plus efficace. Un mec qui est vraiment passionné par ce genre-là et un espèce de. C'est autre chose. Bref, Nono. Eh bien, moi, elle est arrivée en tout début d'année. Un certain M. Night Shyamalan avec Glass. J'en attendais beaucoup, là. Pour le coup, c'était une vraie déception. Dans le sens que... Après Split, qui était combien? 2 ans, 3 ans avant? Ou même 1 an? Je sais plus. 2 ans. 2 ans, voilà. Il attend de finaler tout ça. Et je sais pas, j'ai même du mal à me souvenir de tout le film. Mais les premières minutes, je pense que ça va. Et plus ça va, c'est-à-dire que c'est sans bourbe, quoi. Enfin, c'est le film qui essaie de te dire, qui essaie de te quoi. faire croire, non mais tu sais, Incassable et Split, en fait, c'était pas vrai. T'es là, tu dis, ok, sans le parti pris, d'accord, tu dis, mais tu sais que ton truc, ça tient 10 minutes, parce que je vais jamais y croire. Et en fait, t'as Sarah Paulson pendant les 3/4 du film qui dit, non mais en fait, je te jure, c'était pas vrai. Mais si, je l'ai bien vu monter au plafond, le mec, j'ai pas rêvé. Non, c'est pas vrai, on te dit que c'est pas vrai.
ça tient pas. Puis voilà, c'est vrai que quand t'arrives à la fin de Split, où il te fait le lien avec Incassable, et là t'es le plus heureux des cinéphiles et tout, quoi, t'es aux anges. Et bon, bah voilà. Aussitôt vu, aussitôt oublié, malheureusement. Laurent Glace, pareil que Bruno, c'est fou. Les deux clans se réconcilient. C'est complètement. Je comprends pas qu'un réalisateur n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Vous étiez super cadré, la poignée de main. Magnifique. Elle est belle. C'est le début. C'est un film qui n'a ni queue ni tête. Je comprends pas le début. Parce que le début, je comprends pas la fin. Je comprends pas pourquoi il a fait cette fin. Je comprends pas ce film, je comprends pas l'intérêt, il n'y a rien de beaucoup de choses qui fonctionnent. Il est complètement raté, il est passé à côté de son film. Et effectivement, oui, tu l'as dit, oui, en fait, il essaie de te faire croire que ce qu'on a vu n'a pas existé, mais c'est pas un film unique, puisqu'il y a eu Incassable qu'on a vu, et il y a Speed qu'on a vu. Donc non, il est passé à côté, il n'y a rien de logique dans ce film. Que tu essaies de le faire croire au personnage est une chose, mais je veux dire, à un moment donné, au public, on doit être en identification avec le personnage, donc sinon on ne croit pas à cette histoire, mais que tu fais traîner cette pseudo-révélation sur 45 minutes au moins. Je peux donner 2 exemples de scènes qui montrent que le film passe à côté. Ça vanne pas trop. Alors, ouverture et fermeture. Ouverture, je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais devoir divulgacher. Je vais essayer. Je ne comprends pas cette ouverture, je ne comprends pas. Parce que il y a des filles qui sont là, mais elles ont été témoins de ce qui se passe. Et pourquoi? Alors j'essaie vraiment de faire attention, de ne pas trop divulgacher. Alors pourquoi elles n'interviennent pas? Pourquoi ces filles-là disparaissent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous l'avez vu. Non, c'est simple. Il y a un scénario. Si tu butes un répercussion, c'est ça. Ouais. Et le final, c'est pareil. Le final, c'est pas logique ce qui se passe dans cette fin. Voilà, je peux pas aller plus loin de cette place. Alors que quand on voyait Incassable, on avait le sentiment qu'il avait vraiment compris il y avait une vraie cohérence aussi de ce que peuvent être les comics, etc. Là, on a l'impression qu'il a oublié ou qu'il a laissé tout ça de côté. Je pense qu'il a tout. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste. Sam? Eh ben, Dead Don't Die. Ah tiens, voilà. On a des parallèles, des liens. C'est bon, pas loin du degré zéro. Pour moi. Et puis surtout un mépris du genre, quoi, total. Oui, c'est ça qui m'a plus énervé. Ça. Et tout ça, évidemment, en plus, avec le Festival de Cannes en ouverture, pour dire non seulement, allez, on va tenter de faire du genre, mais allez, on continue à vous mépriser totalement. On s'encanaille un peu. On s'encanaille un peu. Je pense que c'est surtout ça, plus d'ailleurs le degré zéro du film, à la limite, c'est pas grave, c'est pas le premier. Mais c'est plus le mépris total du genre, le réalisateur et l'Institut. Ils n'ont jamais donné la place aux grandes figures de ce genre. Voilà. Et là, ils la donnent pour rien. Voilà. Bah écoutez, le hasard est bien fait, puisque ce sera Glace pour moi aussi. Voilà, déception. Alors, même si Split, je ne considérais pas ça comme un grand film forcément, mais je m'étais dit au moins c'est le retour de Shyamalan. Carrément. Je m'étais dit, là, avec toutes les ouvertures qu'il nous laisse, va falloir que tu assumes le fait que Glace ce sera un vrai film de super-héros, tu vois. Ouais. Alors que Incassable, on était sur le film de super-héros, mais sur d'autres thématiques, notamment celui de la famille qui est toujours aussi important pour Shyamalan. Et là, il fallait vraiment qu'il s'assume en tant que film de super-héros. Et bah tout ce qu'on a dit, quoi, c'est-à-dire que tu essayes de nous faire croire qu'un truc n'était pas vrai, alors qu'on a vu 2 films qui nous ont bien montré que ça pouvait exister, enfin voilà. Tu sais pas trop, et puis en plus c'est un film de super-héros qui est quand même fauché comme un film de Jason Blum, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin t'as un final qui ressemble à rien, qui est sur un parking d'hôpital, tu dis waouh, c'est ça. Une espèce d'épilogue avec où tout le monde voit sur sa tablette ou je sais pas quoi. Alors c'est ça qui a toujours été génial avec Shyamalan, c'est c'est anti-spectaculaire, adapté. Quand il fait un film de super-héros avec Incassable, bon, il le traite d'une façon très intimiste, qui fait qu'on n'a pas des scènes forcément grandiloquente, spectaculaire, mais ça joue sur la fibre qu'a le personnage de Bruce Willis. Tout est suggéré, mais là, quand tu dis, bon bah ok, alors on a compris, il y a les méchants, il y a les gentils, et il faut que ce beau monde s'affronte. Bon, c'est très fauché, et même, il y a toujours les thématiques de Shyamalan qui sont là, la famille, le rapport à la foi, parce que c'est un film qui nous demande, qui nous invite toujours à croire à l'imaginaire, mais tout ça très très maltraité malheureusement. Dommage. Alors, messieurs, nouvelle catégorie, cette fois, alors là, elle va sans doute... on va devoir sans doute compter les morts après coup, puisqu'il s'agit de la fausse promesse, c'est-à-dire un film qu'on vous aurait bien vendu, très vendu, les louanges ont
plus de part et d'autre. Mais au final, vous vous dites, mais attendez, je ne me suis pas fait un peu arnaquer dans cette histoire. Voilà, c'est un peu la catégorie qui va le plus diviser, je pense. Ah oui, complètement. Il y en a un qui est goguenard et hilar, donc on va commencer par toi, petit sacripant. Le daim de l'autre con de Quentin Dupieux. Oh putain. Expliquez-moi. Tu caches tes armes. Expliquez-moi pourquoi vous aimez ce film. Parce que c'est La lumière, elle est dégueulasse. Les acteurs, ah mais il l'assume, ils sont tous. Eda Haenel, elle est jardin. Il va falloir qu'elle arrête sa carrière d'actrice, mais c'est pas possible. C'est mal réalisé. Le film a coûté un putain de millions d'euros, alors qu'à côté t'as Guédiguian qui fait Gloria Mundi pour le même budget. Rien n'est bon dans ce film. T'as pas le sound design, t'as pas de scénario. Ce film, il est mauvais. Il n'y a rien de bon dans ce film. Ce film, expliquez-moi ce qu'il y a de bien dans ce film. Je ne comprends pas. Ce film, là, c'est guet-apens, là. Il n'y a rien d'intéressant. Ce film n'a rien des arrières pour les prochains jours. Ah mais à un moment donné, numéro de préservatif. Je vais essayer. Alors, on va essayer. Là. Je ne comprends pas. Déjà, faut pas s'attendre. Dupieux, c'est comme Gaspard Noé. Absurde. Tu vas en te disant, je vais voir un truc qui sort. Donc, tu me dis, oui, le scénario, mais non, putain, c'est pas comme Gaspard Noé. C'est comme les films de Dupieux. Je vois où tu veux, mais tu sais que ça va pas être un. Non, tu gars. Non, Dupieux. Le scénario, bah oui. Noé, c'est pas écrire de scénario, mais Dupieux assume d'écrire de l'absurde. Noé, c'est magnifique sa mise en scène et ses lumières. Sa lumière, elle est dégueulasse. Non, mais je te parle. Et pourquoi le pauvre du jardin? Elle est pas dégueulasse, elle est rudimentaire, elle est simple. L'ambiance qu'il retrouve dans ce sorte de village de montagne fonctionne vachement. C'est limite plus Joker que Joker, quoi. C'est voilà, c'est vraiment la folie d'un gars comme ça, et avec Eda Haenel qui fonctionne comme une sorte de proxy de Dupieux. Elle fonctionne comme la réalisatrice un peu là où elle regarde. Elle réagit comme le spectateur. En gros, elle dit non, mais là t'aurais dû cadrer comme ça, puis t'aurais mieux fait. Et ça fonctionne. Et là, bon voilà, on va. Et Dupieux, c'est pas un film. Tu dis, je vais pas voir un film avec un scénario en 3 actes et tout ça. Tu dis, je vais voir un mec qui a un univers barré. Et est-ce qu'il va réussir? La question, c'est est-ce qu'il réussit à le mener de A jusqu'à Z, tu vois? La question, est-ce que le concept s'essouffle pas? Est-ce que tu as vu d'autres films de Dupieux aussi? Moi, Dupieux, il y a le comment il s'appelle, Réalité, pareil, j'ai rien pigé à ce moment. La Réalité, il me fait décoller, moi. Non, mais c'est normal aussi. Je comprends pas qu'on fasse ces films-là. À un moment donné, j'ai du mal à. J'ai plus envie de défendre Rebecca Josowski. Voilà, même si elle fait jouer Zaya, mais bon, après c'était ça passe a priori. Mais c'est ce que j'ai vu ces autres films depuis, et que à chaque fois j'ai trouvé ça intéressant. Parce que Josowski, tu vois, elle a fait Grand Central, il y a la lumière, on a parlé, il y a des choses intéressantes. J'ai vu Perdrix, c'est un beau film qui est bien, qui est un peu barré, mais qui est bien. Moi, je comprends pas pourquoi ce mec est surcoté, quoi. Il est pas surcoté, mais on se dit, voilà, c'est des mecs, c'est le vrai film d'auteur quelque part, tu vois. C'est pas les gens qui. Non mais auteur, ça veut dire, mec, t'as une personnalité. Ce sera très difficile, je te l'accorde, pour dire. T'as une identité, voilà. Personnalité. Ce sera très difficile de dire, tiens, regarde le cinéma français, Fornina, t'as un mec comme Dupieux. Dupieux, il fait des films barrés qui sont pas accessibles à tout le monde, mais je me dis, c'est des mecs qui ont une personnalité, qui tentent des choses. Et je te l'accorde, parfois ça s'écrase, tu vois. La fin d'Au-Poste, j'ai pas du tout été convaincu, par exemple. Et je me dis, voilà, tu vas voir un film de Dupieux sans vraiment savoir à quoi t'attendre. Et pour moi, c'est ça le cinéma d'auteur, c'est justement, tu files des petits budgets. Ça va, il a pas fait péter la banque, Dupieux. C'est 1 million d'euros, je suis d'accord. Mais je le compare à Gloria Mundi de Guédiguian. Et Perdrix, Gloria Mundi. Perdrix, c'est pas le même genre de cinéma, je sais pas les budgets, mais Perdrix, je suis d'accord, il y a une lumière. D'accord. Après, c'est vrai que quand tu compares à un Bruno Dumont, on est dans les 6 millions. Il faut avoir ces mecs-là. C'est le même budget qu'un Guédiguian. Il faut avoir ces mecs-là un peu à la marge, tu vois. C'est-à-dire que oui, ce sera peut-être un film sur 2, un film sur 3, mais putain, on en a aussi besoin, quoi. Et je suis désolé, il a réussi à donner un rôle totalement barré et qui est pas du tout gratifiant pour le Jardin. Déjà, moi je le trouve excellent dedans. Mais il est parfait dedans. C'est quand même une prise de risque. Moi je préfère qu'il fasse ça que Brice. Moi j'ai l'impression que Dujardin, il a composé lui-même son rôle. J'ai l'impression que c'est parce que c'est un bon comédien qu'il a composé tout seul. C'est pas le rôle. Mais parce que c'est très bien entendu avec Dupieux. Regarde les deux en plus, il faut savoir aussi. Et puis le prochain, il fera ça avec le Palma Show. C'est autre chose que le film en lui-même, mais Dupieux sur ses tournages, c'est des équipes super réduites.
Et Dupieux, il fait la lumière lui-même, il monte aussi. Bon, là, la musique, je crois qu'il l'a laissé à quelqu'un d'autre. Mais t'as un vrai, je sais pas, une relation auteur, un travail d'équipe, mais c'est surtout, ils sont sur la même longueur d'onde, et ça donne cet objet, certes bizarre, ou peut-être tu rentres pas dedans. Moi, je me suis marré, personnellement. Je connais beaucoup de gens qui disent, tu prends ton pied, enfin, après, tu prends ton pied... d'une certaine manière, mais normalement t'arrives à rigoler, quoi. Après je sais pas les chiffres, je sais même pas s'il a fait 1 million d'entrées. Il a pas marché des masses, après peut-être que la présence de Jardin fait que voilà, ça a un peu fait plus que c'est. Mais je crois qu'il a fait moins qu'au poste, par contre. Non, il a fait moins qu'au poste. Ah oui. Non, il a pas, ça n'a pas eu un bon. C'est pas un flop terrible comme Anne Fontaine et Rebecca Jodorowsky. C'est pas, mais on n'est pas loin. On est en dessous des 5 millions de budget. Anne Fontaine, c'était le pire, je crois. En film français, c'était le pire flop. C'était quoi? Blanche comme neige, c'était, je crois que c'était vraiment le flop de l'année. Bon, je vais passer au mien après que Lolo ait suivi les coups. Après, bon, c'était la fausse promesse. Ça va, toi, Nono, on était sur une... Ah non, qui a fait sa première fausse promesse? Mais c'est moi, c'est ça, d'accord. Bon, bah, je vais continuer à essuyer les coups alors, puisque... Oh, moi, je quoi que pas vraiment. Au départ, alors je veux pas que Pascal voit, au départ j'avais mis Ad Astra. Oh mais j'ai pas envie, finalement j'ai changé d'avis au dernier moment, et ce sera pour moi The Lighthouse. Voilà, The Lighthouse. Non pas qu'on m'avait survendu, mais c'est vrai que The Witch était un film qui avait ses lourdeurs, qui avait l'affiche avec tous les superlatifs, souvent mais je m'étais dit, voilà, il y a des promesses chez ce mec, voilà, mais pour moi on est tombé exactement dans le travers du cinéma qui se regarde filmer. Et comme c'est le film le plus récent qui est sorti, je me dis que finalement, elle conclut bien cette décennie, qui a quand même été un peu celle des m'as-tu vu, celle des mecs qui jouent tout sur le symbole et sur regarder comme je sais bien filmer, comme ma caméra fait des beaux plans. Oui, mais le fond, Coco, il est où? Ça, attends, je laisserai les journalistes en parler à ma place, t'inquiète pas. Et c'est vrai que Lighthouse vient un peu conclure cette décennie et cette série de films que j'appelle les emballages, les très beaux emballages d'une boîte vide. Voilà, c'est un peu cette catégorie de films dans laquelle je mets The Lighthouse, comme je mets tous les films de Nicolas Winding Refn depuis Drive, comme j'avais mis Stalker même de Park Chan-wook, tu vois, ça m'avait étonné, mais pourtant voilà, c'était un film qui est très beau sur la forme. Putain, tu creuses, il n'y a que dalle. Et c'est à un moment donné, ce qu'on disait, c'est tout jouer sur le symbolisme. Alors oui, je mets un peu des petites références cachées. Quelque chose de sensoriel, quoi. C'est des films sensoriels. Enfin, je parle de Lighthouse, après peut-être t'en as où on est d'accord. Après, il se pince la gueule pendant pendant plus d'1h30. Le problème, c'est que moi j'ai pas de Midsommar. Ils ont un rapport, ils ont rien, quoi. Il y a rien, il y a du vide. Moi j'ai pas de. Bien sûr, il y a un rapport un peu prof-élève, quoi. Tu vois, le truc mentor et tout. Donc, ce qui est dommage dans Lighthouse, et j'avais comparé, il y a deux points. Déjà, c'est le casting qui est fort dommage. C'est fort dommage que le casting comme ça n'ait pas été plus exploité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de direction de comédien, en fait. Et la deuxième chose, c'est la symbolique. Pour frôle la roue libre. Et quand je travaille, quand je peux comparer avec Midsommar, Midsommar avait les symboles étaient beaucoup plus clairs. C'est pas le même genre de métaphore. Ouais, mais tu vois dans le symbolisme, deux acteurs. Lighthouse, les symboles, c'était, t'as l'impression que tes symboles et démerde-toi avec ça pour avoir ton propre interprétation. C'est ça qui m'a dérangé. D'ailleurs, on est allé voir tous les deux et on s'était dit tous les deux, ça, à un moment donné, c'est le symbolisme. Tu n'es pas en train de tuer le cinéma parce que veut dire le symbolisme? Je sais que je défends ce genre de film comme Ad Astra, je le défends en fond pour son symbole, comme Midsommar, mais là, le symbolisme de Lighthouse, je dis ok, c'est symbole, c'est joli, c'est beau, mais où veut en venir le film? Oui, non, t'as quelque chose sur la tentation et tout. Quand il dit, mais je vais aller voir la lumière là-haut, il va la voir, t'as ce plan de ouf là où il y a la lumière. Ouais, mais la tentation, tu la mets une femme, tu mets un côté plus féminin. Il y a cette sirène, la sirène n'est pas forcément quelque chose de tentateur dedans. Je sais pas si c'est le terme. À ce tour-là, t'inquiète, on est trop bourré pour t'as le plan de fin qui t'explique ça ou qui te fait comprendre, alors sans révéler. Mais non, mais le plan de fin, il est assez marquant quand même, parce que tu dis, en fait, récent il se fait dévorer voilà, bon bah trop tard maintenant, on l'a dit. Moi pour le coup j'aurais eu les mêmes reproches à faire pour James Gray, c'est juste parce que le film est plus frais dans ma tête, The Lighthouse, c'est-à-dire mais je suis pas d'accord parce que James Gray est plus clair. James Gray est plus clair. Que soit l'histoire et on reprochait de donner les clés d'ailleurs. Il donne les clés, oui. À travers les séquences de psychothérapie. D'accord, mais vous me parlez d'auto-analyse. C'est parce que vous me parlez de la fin, moi je te dis voilà, dans James Gray il se passe rien et t'as l'impression que
c'est la frite, ça passe pas rien. Il se passe que dalle, Pascal. Ah non, d'accord. C'est un film. À partir du moment. Moi, je dirais même que c'est un film spinozien. Oui, le James Gray. Si tu commences à te la raconter. Non, mais de toute façon, regarde, la scène du singe. La scène du singe, c'est clairement un rappel de Lost City of Z. Et on s'en fout. Putain, prends-le dans le film tel quel. Mais tout ce que je vois, c'est en le prenant dans le film, c'est la sauvagerie animale qui est dans la science, qui est dans le non, mais ça suffit. Je vais te dire ce que c'est que la scène du singe, c'est exactement comme la scène de course-poursuite sur la Lune. C'est le mec qui dit si je fais un film de 2 heures dans l'espace où il se passe que dalle, les gens vont se faire chier. Attention. Donc je mets des petites scénettes. Je mets des petites scénettes qui ne servent à rien. Après, il faut savoir que James Gray, alors c'est peut-être pas une excuse, on est d'accord, mais ce que James Gray a été emmerdé par la prod. Ad Astra, il y a eu un problème avec la prod. Mais le problème, c'est que ces séquences, elles sont super impressionnantes. La séquence de l'antenne au début. Elle dure 5 minutes, Pascal. Elle dure 2 minutes, la séquence. Ils te vendent la séquence de poursuite lunaire au début. Ils te vendent la séquence de poursuite lunaire. Ça va être une scène d'anthologie, elle dure 2 minutes. Un peu mensongère là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déçus, c'est que le film correspond pas. Mais James Gray, ça a toujours été comme ça. Il y a eu un décalage sur les attentes Z, mais là. Dans Little Odessa, même dans La vie nous appartient, c'est toujours des petites explosions de violence que t'as au milieu, mais c'est pas des films d'action. C'est des films où la violence arrive. Ne mets pas des scènes d'action si c'est pour pas les exploiter, si c'est pour en faire des petits trucs, des petites miettes que tu donnes aux spectateurs en guise de pigeons, tu vois. Et vous me parlez du symbolisme, bon, ok, mais moi je vous parle de 10 films spatiaux. Alors, je précise bien que James Gray n'est pas celui qui a fait Lighthouse. Nous sommes d'accord, nous avons digressé. On a digressé, on avait dit qu'on laissait la digression. Mais voilà, c'est toute cette gamme un peu de cinéaste, je trouve, qui vient conclure cette décennie, qui a quand même été celle mais moi je suis vraiment pas d'accord, parce que je suis d'accord, je suis d'avis pour y revenir, certes, on peut voir du symbolisme dans Ad Astra, mais il fonctionne pas que sur le symbolisme. Il fonctionne avant tout comme un film. Il y a un but qui est précis, elle est pétée, quoi. À partir du moment comme l'Odyssée personnelle d'un personnage, quoi. C'est pour ça aussi que ça passe parallèle avec Apocalypse. C'est introspectif, donc forcément il y a quelque chose de... personnage qui a un problème, qui va vivre un truc, qui va devoir aller jusqu'au bout de sa... T'as quand même le droit de chiader ton histoire et essayer de nous apporter quelque part un peu de nouveauté. T'es pas le parcours... Mais elle est où la nouveauté? C'est quoi les grands... À partir du moment où on dit à Brad Pitt, non, bah c'est pas toi qui iras sur ton père, tout le reste c'est je vais essayer d'y aller, ok, super. Non, mais tu vas voir un film de James Gray. James Gray, on sait très bien ce qu'on va voir. James Gray, c'est comme quand. À la rigueur, quand on parlait tout à l'heure, Samuel et je sais plus qui c'est toi, Pascal, qui parlait de Jim Jarmusch de Dead Don't Die. Ok, je comprends qu'on soit déçu par ce film, parce qu'on attend quelque chose de Jarmusch, on a le contraire. James Gray, on s'attendait à. Il ne faut pas s'attendre à un film d'action. C'est exactement le film qu'on est allé chercher. Je suis allé voir du James Gray à Dastra. Je suis allé voir du James Gray. Il m'a offert du James Gray. C'est ce que je suis allé chercher. C'est encore un film qui parle du rapport au père, ce qui est souvent le cas chez James Gray. Sauf que là, il va au bout du truc. Pour une fois, c'est un film où le personnage arrive à régler ses problèmes avec son père. Oui. Chose qu'il ne fait pas avec Lost of Z. Moi, je vous dis que là, vous mettez ce film tout en perspective de la filmographie de James Gray. Je vous dis que quand on le prend tel quel, bon, c'est un film qui brille pas par ses. Ouais, mais tu peux pas prendre un film. Tu peux pas prendre un film. Ah non, bien sûr que si. C'est un film. Si tu me dis regarde le film de James Gray que je commence par Ad Astra, je dis que j'aurais pas envie de voir les autres films de ce mec, tu vois. C'est comme Blade Runner ou Alien. C'est un film sur une catharsis. Un peu comme First Man l'était, mais je trouve que ça fonctionne mieux que dans First Man, pour moi, personnellement. Mais First Man, c'était l'histoire d'un type qui doit faire le deuil de son enfant. Et là, c'est le cas de Gravity. Et là, c'est l'histoire d'un personnage qui doit faire... Il arrive dans ces cas-là, après beaucoup d'autres films qui ont en plus mieux exploité ces sujets et qui ont été beaucoup plus immersifs. Après, il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, Thomas, parce que le problème, c'est quand tu vas voir un film, tu vas voir un réalisateur. Un réalisateur, c'est comme un auteur. C'est que à un moment donné, quand tu vas voir un film, qu'est-ce qu'on attend d'un film d'un réalisateur? Surtout un réalisateur, un auteur-réalisateur, comme James Gray ou comme Jarmusch ou d'autres. Tu sais, à partir du moment où tu vas voir un réalisateur, tu ne vas pas voir un truc comme un Star Wars ou un X-Files, je grossis un peu exprès. Tu sais que déjà, ce réalisateur,
a un univers propre, comme un Ridley Scott ou comme un Cameron. Ils ont un univers propre. Je m'attends pas, quand je vais voir un James Gray, quand je vais voir Ad Astra, je m'attends à voir un film de James Gray, comme quand je vais voir Gravity, je m'attends à voir un Quaron, comme je m'attends à voir un Iñárritu, je m'attends à voir un film de Iñárritu. Je sais ce que je vais voir. Donc, que si tu me dis, tiens, il y a un réalisateur, je sais pas si tu connais, il s'appelle James Gray, je fais non, je connais pas, tu me conseilles quel film, tu me dis Ad Astra, je regarde, je fais ok, bon, il y a des thématiques, il n'y a pas beaucoup d'inventivité niveau narration, il n'y a pas des scènes hyper spectaculaires, je te dis, bon, ça me donnera pas forcément envie de voir la suite, tu vois. Alors que je trouve que c'était beaucoup plus immersif dans Lost City of Z, qu'il y avait des vraies thématiques qu'il n'avait pas forcément explorées avant, tu vois, voilà. Ouais, mais c'est juste à un moment donné, invoque-moi, épate-moi, propose-moi quelque chose aussi James, de nouveau, au-delà de tes symboles James Gray fait partie de ces mecs comme Cronenberg, c'est-à-dire qu'ils ont toute une œuvre. Et on sent, oui, là on est dans l'œuvre d'un auteur. On n'est pas dans John Favreau que je citais tout à l'heure. C'est pas le quoi. On est dans un auteur qui a une œuvre qui défend jusqu'au bout, comme un Guédiguian en France ou comme Zlotowski, comme on parlait tout à l'heure. C'est comme si et là aux États-Unis, oui, James Gray défend une œuvre qui est une œuvre familiale. Tous ses films, que ce soit Little Odessa, que ce soit Ad Astra, que ce soit Lost City of Z, il a le seul film qui décolle un peu. Et encore, c'est le film avec Joaquin Phoenix. Et encore, peut-être que Two Lovers. Qui décale un peu. Et encore, peut-être que j'ai une bêtise, c'est... Moi qui adore Malik, je te dis... aussi, tout oui, tout à fait. C'est pas le problème de la redite. Moi qui adore Malik, je te conseillerais jamais de commencer par Song to Song ou Night of Cup, parce que c'est ces films qui sont les plus barrés dans son délire autoriste. Et je te dis, regarde La Ligne Rouge, parce que dans La Ligne Rouge, tu auras un sublime film de guerre où il se passe des choses, tu vois, où il y a des vraies propositions de mise en scène, d'inventivité, d'immersion, tout ça, machin. Après, tu aimes peut-être pas son truc, mais... Après, moi, Malik, c'est plus Invasion du ciel, perso. On s'en fout, c'est pas le problème. Je dis qu'il y a des films qui rebutent, et c'est pas parce qu'il s'inscrit dans la lignée de la filmographie de l'auteur que ça en fait forcément. Il faut aussi prendre les films tels quels, pas forcément tout. Oui, bien sûr. En le prenant tel quel et en le prenant dans l'histoire du film de science-fiction. Tu diras quel est le t'as truc, un film qui arrive, qui se pose, comment dire, qu'on attend au tournant par rapport à par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, et qui arrive à faire quelque chose qui s'en démarque, à en prendre presque le contre-pied justement, à pas faire un film à vocation mystique, etc. Et au contraire, à te dire au final, tu me diras ce que tu as qu'est-ce qu'il y a là-haut, à part les symboles, voilà, qu'est-ce que tu retiens. J'en reviens, et c'est le film, c'est l'éloignement d'un fils vers son père. Mais il n'y a pas que ça en plus, il n'y a pas que ça. Je veux dire, c'est quand même un film où le personnage dit à son père, t'as passé toute ta vie à aller là-haut en espérant trouver les extraterrestres, Dieu, n'importe quoi, mais tu l'as ta réponse, il n'y a rien. Et c'est comme ça. Et ça, c'est très James Gray, parce que ce côté des enchantés, etc. Oui, là, on est dans un truc plus les gars, on va pas faire... Bon, c'était très animé, en tout cas, je le savais. D'ailleurs, c'était même pas ma fausse valeur, c'est ça qui est énorme. Mais je répète que Lighthouse n'est pas de James Gray. Voilà. Moi, ma fausse promesse, c'est Lighthouse. Hein. Voilà. On se le dit. Ad Astra du coup, Sam, vas-y, enchaîne. Je sens que t'es le seul de mes soutiens. Ouais, j'ai fait exactement le même cheminement que toi. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais parti pour Ad Astra. Je vais pas dire. Moi, la seule différence, c'est que ça fait un petit moment déjà que je décrochais avec James Gray, et j'espérais que ce film allait me réconcilier, et non. C'est décrochage. C'est reparti pour une heure. C'est décrochage presque total, pas loin. Vous voyez ma mine déconfite. Mais bon, au final, j'ai quand même aussi finalement sélectionné The Lighthouse. Parce que je m'aperçois, je l'ai vu déjà moi il y a déjà longtemps, et je m'aperçois qu'il ne reste plus rien. Ouais. C'est-à-dire je serais... Tu l'avais vu bien avant sa sortie, bien avant sa sortie. Il ne me reste plus rien. Mais plus rien du tout. À part quelques belles images dans la tête. Je ne sais même plus comment ça se termine. D'ailleurs, c'est dommage. Ça part. Tu iras le revoir avec... je vais le balancer à 2 minutes. Oui, c'est vrai, oui. Ça part. Tu reverras la vidéo, c'est mieux. Pendant 15 minutes, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Pendant 15 minutes, on y croit. Et puis, moi... Ben, ça tourne totalement à vide. Et puis, ce que disait le numéro des acteurs pour essayer de faire, genre, on fait une performance. Je trouve ça insupportable. Par contre, moi, je trouve que le réalisateur aussi... Je l'ai pas ressenti comme une performance. Mais après... Le réalisateur tombe dans le piège. Robert... Eggers. Le réalisateur tombe aussi souvent dans le piège du deuxième film, c'est-à-dire le premier film complètement insensé. Donc le mec se croit plus ou moins arrivé et nous fait un deuxième film complètement hermétique.
Je prendrais comme exemple celui qui a fait It Follows, j'ai oublié aussi son nom. David Robert Mitchell. Voilà, le deuxième film qui se passe. Under the Silver Lake, c'est qui est son troisième film, puisqu'il y avait The Myth of the American Sleepover qui était le premier mais qui n'est pas sorti en France. Ah ouais, voilà, enfin bon, je peux dire en... On parle de films, oui, voilà, d'accord. Ouais. Et qui est pareil, qui avait des qualités aussi, le troisième ou le deuxième, et qui pareil, qui était complètement hermétique. Et là aussi par. Ça, il est sorti. Il y a. On va digresser. Et il y a pas mal. Je pourrais citer d'autres exemples. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Au deuxième film, on n'est pas loin du melon. Ouais. Voilà. Je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Bon, au lieu de parler de Under the Silver Lake, parce qu'il n'est pas sorti en 2019, parle-nous de ta fausse promesse de l'année. Oui, alors voilà, bon. Tantôt Under the Silver Lake est devenu rétrospectivement un de mes films de l'année dernière. Et justement, je trouve qu'il arrive à faire mieux que du Lynch pas chiant. Ouais, bon. Mais voilà, alors. Mais Lynch n'est jamais chiant. On a parlé en long, en large et en travers de Joker. Pour moi, c'est la fausse valeur, mais on en a tellement parlé que je n'ai pas envie de dire autre chose de plus. Donc j'ai envie de parler d'un autre film que beaucoup de gens ont adoré, que tout le monde attendait avec et dont je suis sorti déçu. Pas parce que j'ai trouvé mal foutu, parce que je l'ai trouvé très bien foutu en termes de scènes d'action, mais parce que in fine je me suis un peu fait chier et que une fois arrivé à la fin du film, je me suis dit ah ça y est, le film va enfin commencer et boum stop. Bah c'est John Wick Parabellum. Voilà. John Wick Parabellum. Il est dans une autre catégorie. Plein de super scènes d'action. Mais au final, ça ne raconte rien. On n'apprend pas grand-chose du personnage. On finit par se faire un peu chier. Et comme je le disais, c'est au moment où le film se termine, on se dit ça y est, l'histoire va commencer, ça va démarrer enfin. Et là, générique de fin, ça démarre dans 2 ou 3 ans. Et donc là, d'un seul coup, j'ai le sentiment de mettre un peu fichier dessus. Prépare-toi pour Matrix 4, poteau. Donc voilà, très déçu, et c'est dommage parce que voilà, il y a de la séquence d'action, il y a de la violence, il y a du sec, mais très survendu. Parce qu'on le vend, c'est vrai. Oui. On le vend comme un grand film d'action, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non. Alors j'en avais 3, mais je vais quand même en choisir un seul. Mais tu parlais de Terrence Malick tout à l'heure. Bah moi, Une vie cachée, non, voilà. C'est une trahison. Déjà son précédent, non, c'est un homme qui a des coronesses, mais je vous le jure, c'est pas steak. Mais non, mais c'est celui que t'as choisi sur les moi, je reconnaissais, parce qu'à un moment donné, j'ai dit... C'était qui quand t'as commencé à parler des scènes d'action, j'ai dit bon non, c'est pas Terrence Malick. Terrence Malick, c'est vrai. C'est super bien filmé. Enfin, et encore, j'ai du mal avec sa mise en scène parce que il a des effets de style que moi je n'aime pas. Après, l'acteur principal dont j'ai oublié le nom, Auguste Deal, il est très bien. Ça a très bien commencé aussi pour moi. Donc, c'était The Lighthouse. Moi, c'est Une vie cachée. J'y crois. Le premier plan, tu vois, comme quoi. J'ai été assez marqué. Le premier plan, c'est un écran noir et on entend, je crois, le son de la rivière et tout, quoi. Et je dis, c'est parfait, faut que ça continue comme ça, quoi. Bah oui. Un écran et donc après, moi, comme j'ai jamais d'avis tranché, vous me connaissez un peu, fausse promesse, je me dis, mais peut-être après je le revois. Mais c'est comme, je suis désolé, Terrence... En fait, La fausse promesse, pour moi, c'est Une vie cachée, mais c'est aussi Terrence Malick. Et Terrence Malick, j'ai vu des très bons films de Terrence Malick. Mais moi, tu parlais de Song to Song. Je peux pas, quoi. Moi, il est sorti de cette veine totalement expérimentale, tu vois, il est revenu. Mais c'est pas de l'intensité, c'est pas le niveau de l'intensité la frontière, la ligne rouge, je suis d'accord, mais il est ressorti, il a des personnages à proposer, il a une histoire à raconter, tu vois. Et bon, il fait... je sais pas... Mais après, j'ai été globalement transporté. Voilà. Non, pas globalement transporté. Il y a des scènes qui m'ont fait décoller, puis tout d'un coup je retombais. Il perdait un peu de mon attention sur la globalité du film, en gros. Parce qu'on te l'avait. Et donc tu vois, ce n'est pas une déception, ce n'est pas une purge, encore moins, quoi. C'est juste, voilà. Ose le mettre en purge. Si tu veux mettre. Je dis pareil pour le gars, c'est pas une purge, c'est pas. Vite fait, les autres, il y avait The Dead Don't Die que j'avais mis dans Une fausse promesse aussi. Ouais. Ou par exemple, Roubaix, Une lumière.
première de Desplechin, parce que Desplechin, il a été bien vendu quand même. Je connaissais pas du tout Desplechin, je vais voir. Je connais pas assez, et contrairement à Nicolas Boukrieff qui nous fait 3 jours et 1 nuit, qui est un polar prenant, et puis toute l'interprétation, enfin les acteurs plusieurs. Bon, eh bien messieurs, c'est le moment fatidique où nous allons pouvoir tirer à boulet rouge sur le boulet de l'année. Celui qui mérite la palme d'or du débile, la palme d'or de tous les qualificatifs possibles et inimaginables pour la purge, tout simplement, la bonne grosse purge. Ouais, c'est clair. Alors, il y en a un qui est en excitation là, qui se... Vas-y, moi je suis Attends, on va quand même laisser la parole à l'invité. Honneur à Samuel. Ça nous titille de savoir quel est ton film détesté de l'année. Vas-y, dis que Joker c'est une purge. Non, c'est pas une purge. Non, alors c'est vrai que je les évite les purges, donc je sais, donc j'ai pas vraiment le choix. En fait, c'est la seule purge que j'ai vue, c'est une purge subie. C'est-à-dire que c'était en fait une projection test avant de voir le film, et je voulais sans doute savoir ce que... pas qu'il te demande alors. Voilà, et en fait c'est un film français, ça s'appelle Paradise Beach, qui est sorti au début de l'année, janvier-février, de Xavier... Non. Duringer ? Non. Beauvois ? Non, de Beauvois ? Attends. Non, Xavier Attends, on va vérifier. Ouais, mais j'ai un petit... Bah lui, il est naze, hein, Xavier Beauvois, parce que Nick Fincher est con, donc tu vois. Donc, ah oui, c'est vrai. Alors, le temps il a rien compris. La source. Alors, qui est le premier qui trouve il y a Samuel Bougila, il y a Mélanie Doutet. D'accord. Xavier Duringer. C'est Xavier Duringer. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Xavier qui font. Et il est sorti, je pense. C'est étonnant parce que lui, il a fait des bonnes choses par le passé. C'est un nom qui est pas un auteur de théâtre, mais c'est surtout un théâtre. On reconnaît surtout La Conquête, qui a été. Jérôme Paradis, Carlan Ferretti. Un polar, mais c'est sur français. C'est vrai que quand j'ai vu, je savais pas ce que je voyais, donc en général, ça c'est plutôt sympa parce que on sait tellement déjà tout ce qu'on va voir là. Au moins, je savais pas. Je vois son nom apparaître, c'est vrai que ça me disait vaguement quelque chose, mais je partais plutôt, je me disais ça peut être bien, et c'est une merde. C'était le degré 0 pour moi du cinéma, de tout ce qu'il faut pas faire, du cinéma d'action, de tout ce qu'il faut pas faire. C'est cinéma quoi, d'action ? D'action, oui, ça se joue d'action. Ouais. Duringer de l'action. J'aurais jamais mis Xavier Duringer et cinéma d'action. En fait, pour faire un résumé rapide, c'est un braquage qui tourne mal. Il y en a un qui se fait arrêter, les autres se font pas arrêter. Ceux qui se font pas arrêter voyage en Thaïlande, et puis celui qui fait la prison sort, il les retrouve en Thaïlande, il veut récupérer son pognon, et évidemment les autres ont tout dépensé. Et évidemment. Et voilà. Et on met Mélanie Doutet, et il y a tout ce qu'il faut pas faire. On s'y attendait pas pour le coup. Voilà. Et c'est 0. Non mais c'est intéressant ce que dit Samuel, parce que du coup, ce genre d'avant-première, c'est aussi important d'assister pour voir des films qui vont être lancés sur le marché. Oui, en fait, je pense qu'en fait, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient... J'aurais aimé voir la gueule des mecs quand ils t'ont demandé leur avis. Je pense qu'en fait, ils s'en doutaient. Ils ont vu ta tronche. Non, mais je pense qu'ils s'en doutaient que c'était un peu pourri, et ils se demandaient qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. Comment on va le vendre. On n'en parle pas assez des théâtreux qui viennent s'incruster dans le milieu du cinéma avec toute leur tu veux mon avis dessus ? Non, je te le dis dans 2 secondes. Ça n'a aucun rapport, c'est ça le problème. Et on a pu le voir avec Edmond d'Alexis Michalik. Le théâtre est un domaine... Non mais même, c'était pas bon son film. Il a aimé. Moi je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'il fonctionne, et pour avoir assisté à une masterclass par la suite, à la base il avait écrit un scénario de film, et c'est parce qu'il n'a pas pu le monter en film qu'il en a fait. Parce que moi je l'ai vu en théâtre, j'ai vu le film et j'ai vu la pièce. La pièce, elle est super dynamique, c'est une très belle pièce de théâtre. Après c'est plus mon domaine. Mais en film, le problème c'est que t'as pas le même rythme et t'as pas la même appréhension. Tu viens de dépasser les 2 secondes. Oui, mais il y a même un côté. Il y a même un côté parfois suffisant, je trouve. Un côté un peu suffisant. Tu sais, les mecs qui se ramènent dans un domaine qui n'est pas forcément le. Moi, grand auteur de théâtre, regardez, je vais vous montrer. Après, ça se discute parce que. Ils n'ont pas forcément le bagage derrière. Après, ça se discute parce que Tennis Williams, c'est un mec de théâtre qui a fait du cinéma, donc pas dans des scénarios. Donc. Je vais passer à la mienne, les amis. Alors, ça aurait été très facile, hein. J'aurais pu mettre Star Wars, évidemment. Trop facile. En fait, ça devient même plus marrant. C'est tellement facile. Voilà, c'est tiré sur un corbillard qui a déjà les 4 roues dans la tombe.
Donc bon, j'épargne Star Wars cette année. En revanche, il y a un film qui était juste inratable. Tu ne pouvais pas le rater parce qu'il se basait sur l'un des classiques de chez Disney des années 90. Ah oui, je ne sais pas. Bah non. Donc c'est évidemment Le Roi Lion. Le Roi Lion. On parlait de Jon Favreau. Que je suis allé voir quand même en Madeleine de Proust. Je croyais par bon cœur. Mais parce que c'est ma Madeleine de Proust et je me dis justement tu ne peux pas rater ce film. Il y a tout le film d'origine est parfait. Tu ne peux pas rater la perfection. Et ben ils y arrivent quand même. Alors mais c'est comme si en fait ils n'avaient rien compris déjà au film. Mais surtout, ce qui me tue avec ce film, c'est moins, bon, le film est un copier-coller, les scènes qu'ils ont rajoutées sont merdiques, Beyoncé fait de la merde, elle sait pas jouer, elle sait pas chanter. Elle était déjà un copier-coller. Oui, ça c'est une autre chose. Mais si tu veux, ce qui me tue en plus, c'est cette stratégie totalement autodestructrice de Disney, qui a quand même vendu ses films sur la magie de l'enfance, tu vois. On va te faire croire aux sirènes, aux fées, aux princesses et tout ça, et là ils te disent, bah non, tu vois, on peut pas te faire croire à une histoire entre guillemets magique de lions. Il faut que les lions, déjà, ce côté photoréaliste, ça nique le film d'entrée, parce que tu te rends compte que ils ont tellement voulu faire en sorte que les personnages ressemblent à de vrais lions, que Simba, qui soit triste, en colère ou joyeux, il a la même gueule tout le temps. Mais c'est surtout après comment on te rationalise tout l'ensemble. C'est-à-dire que la scène qui était clé dans Le Roi Lion, qu'il ne fallait pas foirer, c'était celle où Simba revoit son père. Scène dantesque, il apparaît dans les nuages. Tu dis, je vais voir ça en film, en vrai, fait sur grand écran avec les moyens numériques, ça va être démentiel. Ah bah non, là, ils disent, bah non, parce qu'en fait, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, donc on va te faire un amas de nuages et d'un coup, une voix qui sort des nuages, on sait pas comment, tu vois. Et je dis, mince, mais un film qui s'est autant vendu sur le fait de proposer quelque chose d'unique aux enfants, là, il le ramène au niveau réalisme, bac à sable, couvercle des chiottes. Ça va faire sa thune à Jon Favreau, très bien pour lui. Des gens, enfin, voilà, c'est toute cette stratégie un peu de Disney. Et en tout cas, ça rejoint ma phrase du début en disant que l'épi était assez sec, puisque je le dis clairement, moi j'arrête les frais. Le Roi Lion était le dernier film remake de Disney que je suis allé voir, je n'irai plus voir les restes. Star Wars 9 c'était le dernier, plus rien à foutre. Marvel and Avengers Endgame c'était le dernier. Tout le reste, j'en ai plus rien à fiche de ça. Donc Disney, vous continuerez sans moi, moi je ne perdrai plus une heure de ma vie pour donner du crédit à vos films. Mais c'est surtout que ce qui craint dans cette histoire, c'est qu'il a fait sembler là-dessus, c'est que c'est surtout que c'est un mec, avec les résultats du Roi Lion, Favreau, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est un mec qui va peut-être pressenti pour récupérer la Lucasfilm, quoi. Ouais, mais et en même temps, t'attends plus rien de Lucasfilm maintenant, depuis la nouvelle. Ouais, je suis d'accord. Mais t'imagines l'image, c'est-à-dire, tu fais de la merde, et finalement tu vas avoir une promotion. Oui, mais ça cartonne. Après, j'ai peut-être une connerie, peut-être que c'est réussi. Pour eux, c'est pas de la merde. Non, ça fonctionnait. Ça fonctionnait au-delà même de ce que. C'est dramatique parce que Et ça la conforte dans leur idée que faire des remakes plan pour plan de leurs films. Voilà, moi je suis allé en voir aucun. Moi c'était ma Madeleine parce que je m'étais dit. Déjà Disney, toute la mécanique qu'il y a derrière. Je suis trop vieux, j'ai plus envie d'aller à Disneyland, ça ne marche pas sur moi. Moi j'ai un gosse, ça fait chier. J'aime autant aller au parc Harry Potter, là, tout de suite, ça a l'air un peu plus enthousiasmant. Non mais bon, t'as de l'or entre les mains, en fait c'est le syndrome du roi Midas à l'envers, quoi. C'est t'as de l'or entre les mains, t'en fais de la merde, en fait. Oui, c'est ça. C'est oui, mais le problème c'est que les gens achètent la merde. Ils achètent la merde, et il va falloir... Alors peut-être que ça se casse un peu la gueule sur Star Wars. A-t-il eu vraiment un succès? J'ai l'impression que le dernier. Est-ce que ça a été vraiment un échec? Le 9 Le 9 il a fait moins bien. Les résultats sont moins bons que le 8. Voilà. Ouais, les résultats sont moins bons que le 8. Mais c'est pas encore la grosse Ça va rester un gros succès. Va-t-on enfin arriver au moment critique dont Spielberg parlait en disant qu'il y allait avoir un ou deux énormes blockbusters qui allaient vraiment se casser la gueule et que donc. Je sais pas. Star Wars, pour répondre à ta question, ils n'ont pas remboursé. Hein, enfin, les films eux-mêmes n'ont pas remboursé les 4 milliards. Hein. Ah oui, c'est 4. C'est pas fini. Ils n'ont pas fini. Mais à la base, voilà, pour vite répondre à ta question, je crois qu'ils ont fait 4 milliards. Je parle juste de la trilogie, je parle pas de Rogue One et Solo. Ils ont à peine fait leurs 4 milliards. Est-ce que j'ai entendu dire que la série
Kenobi qui avait été confirmé il y a quelques mois et c'est complètement, ils sont complètement débranchés ou c'est juste en suspens? Suspens, sans déconner. Ouais. Non mais bon, c'est une stratégie. Je te dis, moi, mais Pascal, je n'entre plus dans cette stratégie aussi. Toi, tu as commencé depuis plus longtemps, mais ce qui me tue, c'est vraiment ces mecs-là s'autodétruisent, quoi. C'est comment on essaye de tout rationaliser. Je me souviens même dans La Belle et la Bête, ce film ne sert à rien, il est inutile. Et en plus, ils essaient de t'expliquer des choses, mais même un enfant de 6 ans se serait pas posé la question, et même nous, en tant qu'adultes, on se pose même pas la question. La Bête fait de l'alopécie ou c'est même pas ça, c'est en fait, dans La Belle et la Bête, c'était simple, c'était si le prince et tous les habitants du château ont été transformés, comment ça se fait que les habitants du village s'en rendent pas compte? Et ils te l'expliquent dans le film. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, putain, c'est justement l'intérêt, c'est de se laisser porter par un peu de magie, de mystère, et ils veulent tout flinguer au niveau ce que je veux aussi rationalisme débile. Parce que je veux aussi insister sur Disney, c'est la magie du tiroir. C'est surtout très hypocrite aussi. Non, mais c'est surtout... Parce que mettre du LGBT, mettre de l'homosexualité, non, parce que je veux dire, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui vont défendre Disney là-dessus, et moi je vais les prendre dessus à revers. C'est quand tu me dis que tu me mets des homosexuels, quand dans Star Wars t'as 2 lesbiennes qui se roulent un palo, et que dans La Belle et la Bête c'est flou en plus. C'est surtout du faux cul, parce qu'en fait c'est fait pour être coupé dans des pays comme Singapour ou la Chine, dans des pays où l'homosexuel n'est pas toléré. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est là-dessus, ils veulent paraître subversifs en fait, quoi. Non mais c'est hypocrite, c'est super hypocrite, parce qu'on parle de progressisme, donc moi j'ai rien contre, mais à un moment donné, si tu fais de progressisme, tu vas au bout. Tu fais pas des scènes dans ton film juste pour que ce soit coupé dans des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine. Même dans la vraie version, elle dure 2 secondes. Des portes ouvertes, c'est Disney. Et même dans la vraie version, elle dure que 2 secondes, c'est histoire de dire regardez. Mais c'est faux cul. C'est faux cul. C'est ça, ça manque. Faut pas s'attendre à les refaire Boys Don't Cry. Bien sûr. Enfin bon, moi en tout cas, je vous le dis, j'arrête les frais, les amis, c'est fini pour moi. Le Roi Lion, c'était ma Madeleine. Ils ont détruit ma Madeleine. Je suis énervé. Pascal, redonne-moi le soin, s'il te plaît. Alors, moi, ça va être dur avec les purges. Moi, ma purge, je crois que c'est un monstre. C'est des monstres. C'est Godzilla. Ah oui. Alors, on va prendre l'accent de Yannick Oda. Godzilla, King of Monsters, la purge de l'année. Vous vouliez voir du monstre qui allait se mettre sur la gueule. Et ben vous allez avoir à la place plein de personnages humains qui se battent, qui ont des tourments intérieurs, donc tout le monde se fout. Voilà, fin de la parenthèse Yannick Dahan. Un petit coup à Opération Frisson. Ça, c'est pas la critique du premier, parce que ça ressemble plus au premier, ce que tu viens de dire. Le premier, j'ai trouvé que juste au contraire, moi j'ai trouvé le premier, très intéressant. Parce que pour moi, dans le premier, les personnages humains étaient vraiment au pied des monstres qui n'en avaient pas grand chose à foutre. Et j'ai trouvé que justement le premier était un peu déceptif à certains aspects, à toujours vouloir évacuer des grosses scènes d'action, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant. Là, le 2, on te sort tous les monstres, pitoyable, on te fait quelques jolis plans, mais on se fait chier. Je veux dire, le rythme, voilà, exactement. Le meilleur est dans la bande-annonce. Le rythme n'y est pas. Les allers-retours, on ne comprend pas. Ça ne sert à rien. Les personnages sont inintéressants et cons comme la lune. C'est un peu, si je me souviens, c'est une gamine qui sauve le monde, non? C'est la gamine, l'héroïne. Oui, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est surtout le personnage de sa mère. Exactement. On fout des gamins partout. Ah ouais, ça c'est... Mais pour moi, il reprenait un peu le... Et encore, c'est moins le personnage de la gamine qui me pose problème que le personnage de sa mère qui est inconsistant. Enfin, il y a plus de logique. Je laisse finir Pascal. Chiant et ridicule. Très dommage. Exact. Eh bien moi j'ai 2 films. Pourquoi? Parce qu'un réalisateur a réalisé 2 films cette année, français. Bon, on le connaît pas, on s'en fout un peu de son nom. Mais en début d'année, il a réalisé un film, Walter, qui est un film sur un... Walter, c'est un vigile de la sécurité dans un centre commercial. Donc pour faire court, c'est une espèce de parodie de Die Hard, mais très honteuse et totalement ratée. Tu vois que le réalisateur, en fait, il adore certains films. Enfin, il est de notre génération, je suppose. J'ai fait un film aussi. Mais ça n'a ni queue ni tête. C'est totalement raté. Et il en a fait un deuxième qui est, je pense, est passé un peu plus aperçu avec Alban Ivanov et Ahmed Silla, inséparables.
À part un gag ou deux qui fonctionne, mais je dis mais non, ce mec n'a pas de talent et c'est du foutage de lui. Mais il va faire des films. Ah oui. Et je dis pas que j'ai hâte de voir son troisième pour encore l'assassiner, mais c'est pas possible quoi. À ce niveau-là, tu déterres son cadavre. Bon, et puis je rejoins sur ta fausse promesse, c'était John Wick Parabellum, moi c'était ma purge en fait. Ah, finalement c'est celle-ci alors. Bon. Non, mais après il y a parce que moi comment choisir un seul film choisir c'est discriminer, faut discriminer. Donc option. Ah ouais, toi tu fais un paquet. Un package quoi. OK. Un florilège on va dire. Ma purge. Allez. Ma purge. On a hâte. Ma purge. Mais comment quel film a réussi à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire? Quel film a dit j'encule tous les autres qui ont été faits avant parce que moi au moins non, Star Wars, c'est un chef-d'œuvre à côté. Quel film a fait tous les mauvais choix, mais comment a fait autant de mauvais choix que ça? Avenger Endgame. Non. Pire qu'Avenger. Non, pire. Je vais vous le dire. C'est quoi le mot? Et son producteur qui est derrière, la personne qui a défendu. Un film qui a été encore plus con que son prédécesseur. Est-ce qu'il a eu du succès? Ah, je sais. Dis-moi. Ça, 2. Non. C'est pas ça? Ma purge, c'est Dark Fate. C'est Dark Fate, Terminator Dark Fate. Pourquoi? Dark Fate, parce que ça... Pourquoi? Parce que c'est le film, mais je ne comprends pas, qui fait tous les mauvais choix. Ça renie, déjà, en tue John Connor, qui est déjà Genesis, déjà, était très con pour ça. Mais de faire un méchant, mais pourquoi pas? Il y avait une suite, pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant. Innovant. Là, c'était innovant. Là, John Connor le tue d'entrée. Bruno me disait, mais c'était... il avait même pas vu... Il a avoué ne pas avoir vu le Terminator 2. Moi, j'aime beaucoup Première Terminator. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai croyé beaucoup en Tim Miller. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas? Mais en plus, tu renies le 3, le 4 et le 5 qui, certes, n'étaient pas forcément bons, surtout que le 5 était très con, mais au moins, il y avait des bonnes idées. Mais de ces films-là, tu ne prends même pas les bonnes idées. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les idées des 3 précédents, du 3, du 4 et du 5, mais ce sont même pas les bonnes idées qu'ils prennent, ce sont les mauvaises idées. On revient sur un Terminator homme qui a encore moins de charisme que Robert Patrick. Putain, prenez une femme, merde. Le 3 avait l'idée de mettre une femme dans Terminator 16, c'est l'idée. Oui, mais allez. Alors, la femme, on va en parler. Tu parles de, je sais plus comment elle s'appelle, cette nana. Mackenzie Davis, normalement, elle est bien. J'ai pas vu le film. T'as l'impression que c'est un mec? Déjà, t'as l'impression que c'est un mec? Elle a la classe. En fait, Mackenzie Davis, elle a le problème de tous les personnages féminins qu'on voit actuellement de naissance. Ce sont des personnages qui sont asexués. T'aurais mis un mec, ça aurait été pareil. C'est juste pour dire que c'est une femme. Et ça, le problème, c'est que c'est des films qui n'ont même pas de côté féministe, qui n'ont même pas de côté où on met en place la femme. C'est-à-dire, on dit, je fais du féminisme, je mets la femme devant, mais les femmes, elles sont comme... Tu mets des mecs, c'est pareil. T'as même pas de... Cette pauvre, en plus, elle est super jolie, putain, Mackenzie Davis. C'est même pas son personnage, c'est Linda Hamilton, quoi. Ah, mais Linda Hamilton, tu manques de respect. Dire, bon, alors oui, elle était un peu fragile dans le 1, dans le 2, ça devient un peu guerrière, et dans le 3, c'est carrément Stallone avec un vagin, quoi. Elle parle même comme Stallone, quoi. Tu te dis, et puis, non, mais même, c'est. Et puis, même, c'est que c'est. Il y a aucun traitement. Ça, et c'est Schwarzy qui torche le cul des mioches, parce qu'il a découvert que la vie de Papa Poule, alors que c'est un robot, bordel, quoi. Et puis, un robot tueur. C'est un robot tueur. Alors que normalement, il a achevé une mission et continue. Ils m'ont fait rire. Je suis marrant, à me funny guy. J'ai découvert la vie de famille et c'est cool. Maintenant, je torche le cul des gosses. Il y a que des mauvais choix dans ce film. En plus, tu oses renier des films que finalement tu prends des idées qui marchent même pas. Et qui, du coup, s'avèrent quand même meilleur que ce que tu renies, du coup. Bah oui, parce que du coup, merde, tu dis, mais le 3 et le 4, au moins, des idées intéressantes. Le 3 était pas génial, mais il y avait un beau final. Ouais, tout à fait. Le 4, celui de McGee, bon, ça partait un peu plus loin. Mais au moins, t'avais un bestiaire. Voilà, dans le 5, même l'idée de John Connor dans le 5, elle est pas non plus plus inintéressante, ça nous rappelle de la nouvelle. Non, mais à part ça, je te dis pas que oui, attention, on parle pas. Oui, bien sûr. Mais là, je suis totalement d'accord. Envie de voir, même s'il le faisait pas très bien. Et il va falloir se poser un peu des questions sur Park Cameron quand même, parce qu'il quand même, là, pour le coup, il est au même. C'est pas j'ai peur qu'il y ait le syndrome Ridley Scott. C'est pas je vends les autres pour faire plaisir à mon pote Schwarzy, c'est là carrément je m'implique. Mais t'as vu qu'il a quand même produit Alita cette année, qui fait pas mal. Il a quand même eu des problèmes avec son réalisateur. Tim Miller, en plus, James Cameron, il va surtout falloir qu'il fasse attention parce que ses avatars ils coûtent quand même $1 milliard. On parle pas de. C'est $1 milliard le budget. Là, on n'est plus à des budgets de Star Wars. Enfin, là, ils ont coulé la franchise. Elle est bien, ça. Je l'avais jamais entendue. Non, mais c'est ça, il faut arrêter à un moment donné de
pareil, t'as la traite, quoi. Tu fais que de tirer les pieds, à un moment donné, t'as plus d'idée, quoi. Alors, arrête d'essayer de chercher de nouveaux trucs. C'est clair. Bon bah messieurs, ce fut une belle joute ma foi. Alors on va passer peut-être à des choses qui vont encore nous diviser. Ce sont le coup de gueule de l'année, coup de cœur de l'année. On va commencer par ce qui nous met en joie après les purges quand même. En essayant quand même d'être assez synthétique, hein, pour pas que l'émission dure 3 heures quand même. Mais alors qui veut commencer par son coup de cœur de l'année, qui comme je le dis souvent n'est pas forcément un film, n'est pas forcément un réalisateur, peut-être n'importe quoi qui concerne le domaine du 7e art. Nono, je te sens chaud. Ouais. Bah, moi, mon coup de cœur, il est général sur le cinéma français, en fait. Parce que j'ai envie de citer que des réalisateurs qui m'ont enthousiasmé cette année. Alors, je parlais de Nicolas Boukrieff. Il y a un film dont on n'a pas parlé, et peut-être que, bon, Lajli, qui a fait Les Misérables, et qui, moi, m'a transcendé. Édouard Bergeon, réalisateur de Honte de la Terre. Ouais. Je suis allé voir un peu grâce à toi, d'ailleurs, tu vois, parce que j'ai fait Film Pat. J'y suis allé, et j'ai trouvé ça très, très bon. Enfin, un vrai propos social, mais un très très bon film aussi avec plein de qualités. Dominique Moll, Seuls les bêtes. Roche Dizem, donc acteur, mais qui a réalisé Persona non grata, qui est un excellent polar. Donc Quentin Dupieux. Et une surprise, on en avait parlé Laurent un peu une autre fois, mais Nicolas Bedos aussi pour son film, quoi, qui m'a surpris en fait, j'aurais pu le mettre dans la surprise. Erwan Leduc, réalisateur de Perdrix, et mon coup de cœur c'est ça, quoi, enfin vraiment le cinéma français qui t'a bien plu cette année. Ouais, voilà. Super. Je vais enchaîner. C'est surprenant quoi, enfin tu dis. Du coup, optimiste pour la. Ouais, t'as du polar, t'as de la comédie, enfin c'est. D'accord. J'ai juste enchaîné parce que c'est la même chose avec Bruno. C'est parce que le cinéma français. Des bons films et français, je rajouterai la sortie avec. Oui, et lors de la sortie, en début d'année, avec Laurent Lafitte, bien sûr. Donc je suis dans c'est pour ça que je me permets. Ouais, j'ai oublié Céline Sciamma, excusez-moi, Portrait de la jeune fille en fait. On n'est pas tous d'accord autour de cette table. Là, du coup, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau. Mais c'est quoi ce rappel que personne t'a demandé et surtout que. Non, parce qu'en plus, ce qui est intéressant sur les ce qui est intéressant sur le cinéma français, c'est que c'est pour une fois, en plus, on a du vrai débat. Il y a des très bons films comme Perdrix, en plus on a du débat sur Dupieux ou sur Sciamma, donc ou Jodorowsky. Donc je veux dire, en plus on a quelque chose qui... On n'est pas en train de dire « Oh, encore un film français, merde ». Parce que voilà, t'as quelqu'un qui s'est réalisé, il y a des personnages, et t'as des vrais plans, une vraie mise en scène, et puis moi je trouve une vraie émotion qui fonctionne. Des réalisateurs et des réalisatrices qui ont leur singularité aussi. Tout à fait. Exactement, sans tomber dans les combats féministes de balles qui sont eux-mêmes qui font leur sortent pas sur une balle. Elle filme ses personnages comme elle a envie de les filmer et sans s'en excuser ou sans chercher. Exactement. Et ça fonctionne, quoi. Justement, c'est la preuve que ça fonctionne. On enchaîne. Pascal, ton coup de cœur. Bah moi, mon coup de cœur, c'est plus le fait de voir que l'animation japonaise parvient pas mal sur les grands écrans français. Cette année, on a eu des films qu'on n'aurait pas pensé voir sur grand écran, par exemple le DBZ qui a eu un beau succès, qui a été bien distribué. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur, mais bon, je trouvais ça sympathique de pouvoir le voir. Nicky Larson a eu une version animée aussi qui a pas eu une grosse distribution. Nicky Larson, il y avait Philippe Lachaud. Non, c'est pas celle-là. Le film de Philippe Lachaud était sorti. Mais qui a quand même eu une distribution événementielle, ce qui est très sympathique. Mais il y a eu d'autres films, Les Enfants de la Mer, Lisez l'Oiseau Bleu, Les Enfants de la Mer, des choses assez audacieuses. Et il y a eu, moi, un film dont j'étais très heureux de le voir distribué, c'était Promère, qui était pour le coup un film vraiment entre guillemets un film de genre, quoi, à l'échelle du cinéma d'animation, c'est-à-dire un film pour l'animation, pour la séance de Grand 8 et qui a été disponible dans pas mal de cinémas. J'étais content de voir ça, et apparemment la nouvelle année continue sur cette lancée, puisqu'on a Les Enfants du Temps, par exemple, le nouveau film de Makoto Shinkai qui est distribué, et puis on devrait en avoir d'autres. J'espère que ça va continuer, c'est bien. D'autres à venir, très bien. Alors moi je vais enchaîner avec la mienne. Mon coup de cœur de l'année, c'est la Palme d'honneur remise à Alain Delon.
au Festival de Cannes. Alors, ça, puisque... Ouais. J'ai écouté une masterclass. Arrête de t'étaler comme un loukoum, toi aussi. Passionnant. Sur Alain Delon. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça va au-delà de nos considérations politiques, ça va au-delà de notre vision du monde. On peut s'écharper sur tel ou tel sujet, il y a quand même des évidences qui nous des talents qui explosent. Et le fait de dire qu'Alain Delon a été l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, ça me semble tout sauf exagéré. Et voilà, et que Cannes le récompense. C'est une façon de lui rendre hommage avant qu'il passe l'arme à gauche, ce qu'on lui souhaite pas, mais malheureusement, même les légendes ont une fin. Et voilà, c'est toujours dommage qu'il y ait eu des hordes de harpies à côté ou de différents groupuscules qui se sont crus bons d'intervenir sans qu'on leur ait rien demandé. Mais malgré tout, le Festival de Cannes, qui s'est souvent empêtré dans une veine très politiquement correcte, très policée, il a tenu bon et il a remis une palme d'honneur bien méritée à Monsieur Alain Delon, qu'on salue et qu'on embrasse. Tout à fait. Samuel ? Moi, mon coup de cœur, c'est la qualité des rétrospectives. Justement, on parlait, notamment à Paris. En province, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, quand même, en étant patient, les films finissent quand même un peu par tourner. Donc l'année 2019 a été vraiment une année très riche. Je pense que 2020 sera pareil, mais 2019 notamment, la rétrospective qui a eu cet été, Lucio Fulci. Il y avait 4 films. Je ne les connaissais aucun des 4. Donc c'était faire plaisir. Super plaisir. Voilà. Ouais. Et bon, il y a plein d'autres rétro intéressantes. Déjà une rétrospective David Lynch au Christine Matin. Ouais, qui arrive bientôt. Moi j'ai eu Charlie Chaplin, je pourrais pas en parler parce que ça sera trop long. Buster Keaton. Moi j'adore Romy Schneider avec plein de films de Claude Sautet dans le lot. J'ai eu Bernard Ménez. Tu l'as vu? Mais tu pouvais aller voir Bernard Ménez. Dracula. Voilà, exactement. Putain, j'ai une grosse connerie. Tu vois, c'est pour ça que je te disais. Autant pour moi. Messieurs, après notre coup de cœur, il est temps de passer au coup de gueule. Alors, qui veut commencer? Toi? Allez, vas-y. Moi, mon coup de gueule, je sais pas si ça sera le même qu'un de vous, mais c'est la réaction de Bob Iger à la polémique Scorsese, qui témoigne, donc pour recontextualiser, tout le monde a entendu parler du coup de gueule de Scorsese par rapport aux films de super-héros, Marvel, Disney. Qui sont des parcs d'attractions. Voilà, et la réponse de Bob Iger, ça a été de dire, viens à la maison, on va te persuader que c'est le contraire. Et donc ça témoigne vraiment d'un refus de variété, d'une volonté de vraiment... garder captif le public, de ne pas laisser la place à la critique ou à la pluralité d'opinions. Et ça m'inquiète aussi parce que Disney a racheté Fox, est maintenant propriétaire du catalogue de classiques de la Fox, et que déjà aux États-Unis, les salles de patrimoine, les salles qui programment des films justement du catalogue, comme là ce qu'on disait, des films qu'on a en France et à Paris, commencent à avoir vraiment des gros problèmes, n'ont plus accès à ce catalogue-là, et je me demande si ça va être la même chose chez nous aussi, dans nos salles françaises. Est-ce que ça va être limité? Est-ce qu'on va pouvoir continuer de programmer des films de la Fox? Je crois même que le nom de la Fox a disparu. Ah oui, il a changé, oui. Il ne veut plus être associé à la chaîne de télé. Oui. Et surtout, donc c'est une crainte... est-ce que ça va être est-ce que Disney va prendre ses films en otage quoi? Et Bob Iger qui a surtout dit qu'il n'était pas sûr que Scorsese ait fait mieux que Black Panther ou tu vois, on peut lui dire putain le mec là aussi ressemble. Non mais c'est on est sûr que Scorsese a fait indéfendable Black Panther largement. Non, coup de gueule. Moi coup de gueule, je rejoins un peu ce que tu dis, enfin c'est sur l'espèce de cinéma formaté et tout. Et en fait, c'est un coup de gueule que j'ai depuis 3-4 ans, depuis qu'on fait les grands nains. C'est toujours les bandes annonces qui n'ont pas changé. Voilà. Mais j'ai le pompon là. Non, mais là, j'ai le bouquet final là. En fait, donc les bandes annonces, toujours le gros défaut, elles racontent le film. Et j'arrive pas à savoir, c'est de l'autodestruction, c'est si la branche sur laquelle on est posé, quoi. Qui te dévoile tout le film. Et alors, moi, un jour, je vais à l'UGCDL, donc le coup de gueule, il est orienté vers l'UGCDL. Et je vais voir Brooklyn Affairs. Donc déjà pendant toute la semaine où le film était sorti, tu devais aller voir des films, on te repassait la bande-annonce de Brooklyn Affairs. Et moi juste avant de voir Brooklyn Affairs, qu'est-ce que je vois? Je vois la bande-annonce de Brooklyn Affairs.
Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Faut arrêter. Ça m'était jamais arrivé, mais je me disais... de grève, ils sont dit, il n'y aura personne qui va... Mais comme on parlait un peu ces derniers temps, je dis, mais c'était de plus en plus... c'est très négligent, quoi, de la manière dont ils nous proposent maintenant un spectacle. C'est toujours un spectacle, le cinéma. Et tu vois des choses comme ça, les pubs 20 minutes, enfin bon, c'est... Ouais, l'UGC, oui, un peu traité... Donc vive le contraire du coup de gueule, le Christine 21, le Grand Action, allez dans tous ces cinémas, ou la Filmothèque... Coup de gueule de monsieur... pas 25 minutes de bande-annonce, voilà, maintenant... Le propos, il est là, quoi. Coup de gueule de monsieur Lolo. Moi, c'est clairement la nouvelle coup de gueule la nouvelle critique YouTube, la nouvelle critique sur YouTube qui plus déplorable. Il y a 2 ans, il les avait fumés, il s'est calmé l'an dernier et là, tire remet. Non, mais là, ils sont de plus en plus déplorables. Il faut arrêter ces mecs-là. C'est pour ça que je regarde jamais, quoi. Et c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des exceptions. On parle de super films. On a parlé de Nono, disait tout à l'heure, et je l'avais suivi et j'ai pas voulu sur le film français. T'as beaucoup de films. On a parlé d'Interception. Ils en parlent pas. On avait plein de films intéressants qui sont sortis. Putain, les mecs. Ils sont trop américains. Lighthouse, voilà. Bon, je parle pas de la qualité des films, je parle de ces films qui sont. Putain, les mecs, ils font leur blé que sur des films. C'est de ces films qui nous parlé. Et moi, le summum, c'est quand j'entends des youtubeurs qui disent aux gens oh, vous n'aimez pas Star Wars, mais parce que Star Wars, c'est du fan service. Mais c'est que ça, ils t'accusent de détester Star Wars parce que tu vas te service. Mais attends, le pire, c'est qu'après, ils vont te cracher sur la gueule parce que t'aimes Mandalorian, mais c'est que du fan service, pourquoi t'aimes ça? Et quand t'entends ce niveau-là, tu dis, mais putain, les mecs, c'est... À un moment donné, tu te dis, c'est un métier de faire de la critique. Je suis pas forcément critique, c'est pas mon métier. Mais à un moment donné, quand tu te revendiques être un critique, c'est un métier. Tu ne peux pas te permettre d'orienter les gens sur des films, de faire il y a 2 ans, j'ai craché dessus par rapport à la 2, parce que les youtubeurs avaient fait du bad buzz, désolé pour l'anglicisme, sur la 2, mais justement avait marché. Mais le fait d'en parler, mais bien sûr, le fait d'en parler, ça fait de la pub. Et tous ces mecs-là, maintenant, ils te parlent du Roi Lion, ils te parlent de Star Wars 9, et ils y vont sciemment, et au lieu de te défendre des films qui méritent 1917, il n'y en a aucun qui en a parlé. J'ai galéré pour trouver des critiques là-dessus. Il y a des mais il faut les sélectionner, c'est pas forcément. Oui, il faut les sélectionner. Il y a de très bons podcasts, il y a des chaînes de radio locales qu'on peut, Canal B, etc. Je suis d'accord avec toi, Pascal. En attendant Godard. Oui, mais là, tu parles de cinéma et mort, tu parles de Jean-Baptiste Toré, tu parles des mecs qui sont. Tu parles des mecs qui sont pas grands que lui parce qu'ils sont d'un niveau. Le cinéma et mort, je les adore, le cinéma et mort. Et puis ils ont l'expérience, quoi. Ça fait un moment qu'ils font ça, quoi. Quand t'as cette audience, bien sûr. Quand t'as cette audience, il y a aussi toujours le fait, le format, les mecs parlent de films en 12 minutes, ce qui est absolument aberrant. Tu dois au moins prendre la moitié pour contextualiser le film, présenter l'œuvre et tout ça. Enfin voilà, le format ultra coupé, enfin moi je vomis ces gens-là. Bon. Oui, on est d'accord. Tout à l'heure, après c'est vrai qu'il y a des choses. Faut essayer de proposer autre chose derrière. Tout à l'heure je faisais un petit coucou à Opération Frisson qui s'est arrêtée cette année. Mais voilà, il y a des bons critiques en France, il y en a. Mais Opération Frisson ça concernait qu'une. C'est pas une niche qui avait le câble, qui avait CanalSat. Tu vois, quand tu parles de. C'est pas des gens qui n'ont pas vu des films avant 2000, quoi. Bien sûr, mais tu vois, ces mecs-là, ils crachent. Ces mecs-là, ils crachent sur Serge Danet ou sur comment il s'appelle, Jean-Baptiste Toré. À un moment donné, tu as une différence entre, je vais pas donner des noms, entre ces youtubeurs-là et des mecs comme Serge Danet et Jean-Baptiste ça n'a rien à voir, je sais pas les mêmes. Surtout Serge Danet, c'était avant Jean-Baptiste Toré. Oui, c'était. Toré après, il est retransmis sur YouTube. Mais voilà, c'est à un moment donné, quand tu entends ces mecs-là qui te font leur beurre sur des merdes. Voilà, sur des merdes, voilà, c'est ça. Et qui te. Je retiens, sans citer un youtubeur qui a quand même dit que le MCU c'était l'équivalent de la première trilogie de Star Wars en termes d'impact. Ouais, mais là t'as tout compris. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. T'as tout compris. Alors j'en ai deux, je vais faire vite. Allez. Le premier, la concentration, je reviens avec la domination de Disney. Le golem. Cette année, complètement du jamais vu, et j'ai peur que ça ne s'arrête pas. Surtout que les autres studios paraissent un peu pédaler dans la semoule, parce qu'ils savent pas trop comment faire, se placer. Ils font les gros budgets, ça plante.
peut-être des films moins gros budget, mais moins de recettes. Enfin bon, voilà. Et je pense que l'année 2020 va être sur le même tempo, vu les sorties qu'il y a. Et mon deuxième coup de gueule, c'est sur la durée des films. Je l'avais déjà mis, je crois, sur le. Ah ouais. Les films qui n'en finissent plus de finir. Ça peut être très. Midsommar fait partie aussi du lot. Mais il fait quoi? Il fait 2h20, Midsommar? Mais non, mais c'est déjà pas mal. Il n'y a plus un film qui fait pas 2h20, 2h30, 2h40. Ça, je suis allé voir The Farewell, 1h50. Non, 1h40. Voilà, il arrête. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais c'est pas du Le Dain, 1h17. C'est ça le problème. Le Dain, Quentin Dupieux, 1h17. Mais lui, c'est le contraire. On a l'impression que le blockbuster s'achète une respectabilité sur la durée en se la jouant le guépard, Dr. Givago. Non, c'est-à-dire que le principe, c'est que les gens en aient pour leur argent. Je crois que toi, tu me parles du blockbuster. Mais en plus, il y a cette stratégie d'occupation des écrans qui est vraiment chiante. Parce qu'on se retrouve avec une séance toutes les heures dans les multiplex, donc des films qui sont sur 2 ou 3 écrans en même temps, autant de place en moins pour les autres films. Ça, c'est dingue, ça. Tu parlais du blockbuster, le blockbuster a au moins le mérite de combler son temps par des scènes d'action. T'as l'impression que certains films dits autorisants se sont dit, mince, si mon film fait moins de 2 heures, je peux pas être considéré comme un chef-d'œuvre parce que tous les chefs-d'œuvre font plus de 2 heures. Donc du coup, j'étire à rallonge alors que je pourrais très bien conclure mon film en 1h30. C'est-à-dire qu'un hyper d'abord, on change. Les films d'1h30 maintenant font 1h50 et les films qui faisaient 2h font maintenant 2h30. Moi, je retour au cinéma nerveux, sec, pas de gras, 1h30, un point A, un point B, un point C. Allez, rajoute les 25 minutes de bande-annonce quand tu vas dans certaines chaînes. Le dernier Takashi Miike fait 1h35, tu vois. First Love, très bien. Très bien. On va laisser passer. Alors, j'ai passé à mon coup de gueule et je suis désolé, ça risque d'être un peu long, mais il faut vraiment que je contextualise tout ça parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Il y a de cela quelques mois, en fait, 2 députés macronistes ont rendu un rapport sur le cinéma français et ils sont arrivés à la conclusion qu'on a tous fait depuis maintenant des années, à savoir que notre cinéma est financé totalement à perte. On investit des sommes faramineuses, alors pas toujours faramineuses, mais dans des films qui ne rapportent pas, qui ne ramènent pas un clampin, ou alors dans des grosses machines qui coûtent beaucoup plus que ce que ça peut même leur rapporter au cas où ce serait un succès, tu vois, parce qu'on fait on paye trop les acteurs, on paye trop tout ça. Et donc elles ont rendu un rapport avec des possibles solutions pour y remédier, parce qu'elles ont pensé ça comme une entreprise, à savoir comment on pourrait faire pour que le cinéma français soit beaucoup plus attractif et qu'il rapporte plus. Et donc elles ont pris des solutions à la con, mais qui sont toutes simples, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que notre cinéma plaise beaucoup plus à l'étranger. Donc comment tu plais aux étrangers? Donc déjà, t'arrêtes de faire des comédies, peut-être que tu pourrais faire un peu plus de films d'action, un peu plus de films d'horreur, faire des films qui exploiteraient un peu plus le patrimoine français, avec ses monuments, ses belles villes et tout ça. Donc voilà, elles ont rendu ce rapport avec des solutions qui, ma foi, coulaient de source. Et alors c'est moins sur ce rapport que j'ai envie de pousser mon coup de gueule, c'est sur les réactions. Parce que, notamment, je sais qu'il y en a autour de cette table qui ont commencé à gueuler contre ce rapport parce qu'ils ont dit oui, mais alors maintenant ils vont générer le cinéma comme une entreprise. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les mecs, si à un moment donné, on ne met pas un peu la tête sous l'eau des gens qui ont les manettes, vous croyez qu'ils vont se lever un jour et dire ah tiens, c'est vrai qu'on fait pas assez de films de genre en France, c'est vrai que notre cinéma il est pas assez diversifié. Mais non les mecs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, et pourtant vous me connaissez, je suis pas macroniste pour un sou, mais à un moment donné, il va falloir un peu tordre le bras des mecs qui ont les manettes et leur dire vous avez eu le champ libre pendant 40 ans pour nous inonder de comédies de merde, de films d'auteur qui ramenaient pas un clampin, qui étaient juste destinés à une petite niche de festival. Maintenant, on va faire un peu de diversité. La diversité que nous attendons depuis longtemps. Et je suis désolé, peut-être que ça va donner aussi des films de merde. Je dis pas que ça va forcément débouler sur d'autres choses, mais si on commence à gueuler parce que d'un coup des mecs se sont dit il faut qu'on change les choses, et que parce que c'est Macron, parce que je sais pas, je m'en fous de tout ça, mais il fallait ce changement-là. Peut-être qu'il sera salutaire, peut-être qu'il ne sera pas salutaire, mais au moins, des gens ont pris le taureau par les cornes et se sont dit, maintenant, on arrête les conneries. Donc moi, je suis désolé, toutes ces réactions outrées de gens qui, en plus, sont d'accord sur le constat, je ne comprends pas. Oui, mais enfin, moi, le problème, c'est que c'est des financiers qui gèrent ça, et pas des exécutifs, pas des gens qui aiment le cinéma. Je veux dire, c'est pas un Louis B. Mayer ou enfin des producteurs qui vont prendre les risques qu'il faut aussi, parce que c'est aussi... Là, on parle de gens
qui font de la gestion de risque entre guillemets, pas des gens qui vont prendre les risques qu'il faut pour surprendre le public. Je pense que c'est ça aussi le cinéma que t'aimes. Pas du cinéma formaté à la Disney. Là, je pense qu'ils vont prendre aucun risque. Très bien du cinéma. Il y a des tas d'exemples. Est-ce que pour toi, Amélie Poulain, c'est un film formaté? Je ne crois pas. Est-ce que Le Pacte des loups, quand il est sorti, il a cartonné à l'étranger? C'est un film formaté? Je ne pense pas. C'est ces exemples-là sur lesquels il faut se baser. Oui, mais moi, je pense que c'est pas là-dessus qu'ils vont aller. Bah, je pense qu'ils vont pas commencer à s'impliquer dans la direction artistique. C'est genre, voilà, exploitons au maximum la France, le cinéma français. Je pense que comme toujours... le paysage français. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se poser la question. Moi, je te pose une question claire. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a le meilleur cinéma du monde? Non. La réponse elle est simple, non. On a des bons films qui se battent entre eux, on a parfois des chefs-d'œuvre qui sortent par année, il faut faire le constat. À un moment donné, de variété. Bah, moi je trouve pas. La variété, il y a un souci au niveau du film de genre qui est apprécié à l'étranger mais qui peine à être produit et distribué en France. C'est pas normal. C'est pas normal, mais je pense que ce n'est pas ça qui va être. Ça va être idéologique cette histoire. Si on fait pas de film de genre, c'est par pure idéologie, hein, c'est rien de plus. Moi, je pense que le résultat sera pas à la hauteur et qu'au contraire, ça va amener à encore plus d'appauvrissement du cinéma français. Ah bon, bah écoute, plus pauvre on verra bien. En ce moment, à la limite, il faudra que tu m'expliques, parce que je vois pas comment on peut faire plus pauvre. On a des techniciens formidables, on a une façon on a tout pour faire du grand cinéma, comme le font les Coréens. Écoute, il suffit qu'un mec dise, on s'inspire plus du cinéma coréen, et voilà, ils vont faire leur truc. Écoute, en tout cas, moi ce que j'ai pas aimé, c'est tout de suite les réactions, les cris d'orfraie, alors que le truc est même pas en branle. C'est à cause de la personne en elle-même. C'est les deux députés du gars qui a écrit le rapport en question. Qui ont rendu le rapport. Et qui a été nommé à la tête. Mais on peut pas leur en vouloir les mecs d'avoir fait un constat qu'on fait tous depuis des années. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Bon, c'était les derniers coups de gueule. Maintenant, on va passer à une partie un peu moins joyeuse, mais qui est nécessaire puisqu'il faut quand même rendre hommage à nos disparus. Donc la liste de nos disparus auxquels il faut quand même rendre hommage, alors on va essayer d'aller faire vite et vous choisirez votre mort marquante de l'année. Alors on commence par Vera Bloom, alors qui était la mère de Jésus dans La Dernière Tentation du Christ. Bon, c'était la première mort marquante de l'année, on verra pour les autres. Andrew Vajna, qui était le producteur des Rambo notamment. Michel Legrand, compositeur de musique attitré, c'est dingue connu, voilà. Notamment qui s'est fait bien épingler dans La Classe américaine de Hazanavicius. Dick Miller, qui était l'acteur fétiche de Joe Dante, qu'on a pu voir dans Gremlins, qu'on a pu voir dans Hurlement. Terminator, Albert Finet, quand même, c'est pas rien. Didier Pin, alors là, plus pour le monsieur qui vient du Sud, puisque c'était celui qui jouait dans La Gloire de mon père, ou La Château de ma mère. Voilà. Jean-Michel Vincent, qui était quand même la star de Supercopter. Ça, c'est pour les années 80. Et d'un très bon film de John Milius, Graffiti Party. D'accord, tu me l'apprends. Bruno Gans. Je vais pas dire de conneries. Bruno Gans. Les ailes du désir. Et surtout. Acteur allemand, c'est ça? Acteur suisse, qui parlait très bien allemand et il jouait dans La Chute. Le fameux film qui met en scène les derniers jours d'Hitler. Stanley Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie, ça n'est quand même pas rien. Medondo, là on passe au doublage, il y a une hécatombe dans le doublage français cette année. Medondo qui était quand même la voix de Eddie Murphy, c'était la voix la plus connue, qui était aussi celle de Carl Weathers dans Predator, et ça c'est quand même génial. Luc Perry. Luc Perry. Qui a eu le temps de tourner dernier rôle, Once Upon a Time. Exactement. William Sabatier, alors là c'était aussi une voix française, c'était quand même Colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Ah merde. Voilà, ce qui n'est pas rien. Bon là on passe aussi du lourd, Agnès Varda, réalisatrice phare de La Nouvelle Vague. Bibi Anderson qui était l'actrice fétiche de Ingmar Bergman, voilà aussi. Ken Kercheval, alors c'est un acteur qui jouait dans la série Dallas, il jouait l'un des principaux rivaux de J.R. Ewing, il était dans la famille opposée à... Et moi j'adore ce nom, Kercheval, je trouve que c'est un nom qui pète la classe. Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel. Bien sûr, hélas, on ne peut pas passer à côté. Il y a un autre Jean-Pierre plus tard. Un timbre de voix inimitable. John Singleton, qui était le réalisateur de Boys in the Wood, qui s'est fait principalement connaître pour ce film. Après, il a enchaîné des films comme Too Fast, Too Furious. Bon, sa carrière s'est un peu empêtrée dans la fange, mais voilà, Boys in the Wood, qui est très connu. Peter Mayhew. Chewbacca. C'est Chewbacca qui est mort. Il est mort, le monsieur qui jouait le gros poilu. Anémone.
Ouais. Anémone. Actrice française mythique. Peggy Lipton, alors ça c'est pour tous ceux qui aiment Twin Peaks. Elle jouait Norma dans Twin Peaks. Elle était d'une beauté absolument éblouissante. Et voilà, Peggy Lipton qui a passé l'arme à gauche. Jean-Claude Brissot, alors qu'on connaît, réalisateur, auteur français, Noce Blanche, et qui s'est aussi fait plaisir dans sa vie, qui a fait une fin de vie un peu contrariée, contrastée, disons-nous. Doris Day, actrice qui a joué dans Hitchcock, dont l'homme qui en savait trop. Yes. Qui était chanteuse aussi, qui avait une chanson. Et encore une hécatombe. C'est là. Voilà, on l'a dans la tête, cette fameuse chantée. On l'a dans la tête. C'est elle qui chantait cette fameuse chanson. Encore une hécatombe au doublage, Pierre Attet, qui était quand même. Nom de Dieu, je marche. Ah merde. Voilà, toutes les voix de Christopher Lloyd quasiment, Fetty Adams, enfin il avait cette voix absolument inimitable et très reconnaissable. Franco Zeffirelli, réalisateur italien. Billy Drago. Alors là, ça parle à tous les fans des Incorruptibles, puisqu'il jouait l'homme de main d'Al Capone dans les Incorruptibles. Après, une vraie gueule de cinéma. Franck Nitti, c'est lui? Ouais. Oui, je crois, je sais plus le nom, mais c'est lui qui joue l'homme de main avec le duel avec Costner. C'est le duel avec Costner sur le toit. Et il joue aussi dans Mysterious Skin de Greg Araki où il avait un rôle un peu. Mais toujours cette gueule. Il aurait dû jouer Dracula ce mec en fait. C'est pas lui qui jouait dans Briscoe County Jr. Peut-être. Alors, Max Wright, qui était Monsieur Tanner dans Alf. Ah merde, c'est le père de famille dans Alf. Edith Scobb, grande actrice qui nous a quittés, hélas. Freddie Jones, qui était l'un des acteurs fétiches de David Lynch, c'était pas la tête d'affiche, mais bon, il a tourné dans quasiment tous les films de David Lynch. Rip Torn, alors là c'est marrant, c'est qu'on avait la voix française de Rip Torn, Men in Black, Men in Black, qui était doublé par Pierre Attet, donc en fait l'acteur et sa voix sont morts la même année, c'est assez triste. Men in Black, effectivement. Gene Conner ou Starship Troopers aussi, non? Non, je crois pas. Par contre, pardon, je confonds. Il a joué dans ce film avec Ben Stiller sur. Dodgeball. Dodgeball, il est sur un fauteuil roulant, c'est ça. D'accord. Dodgeball. Rutger Hauer. Alors là, c'est tout un tas de films qui nous viennent en tête, évidemment. Encore une fois, le doublage. Comme des larmes sous la pluie. Philippe Auguste, qui faisait la voix de Ken. Putain, j'ai vu sa dernière pièce. Et alors, on sait toute la légende qui entoure cette série où ils ont pas respecté du tout la traduction. Le dessin animé, ils ont fait ça à leur sauce, mais en même temps, ça a donné un doublage. Philippe Auguste, grand metteur en scène. Il était mort. Je précise, Philippe Auguste, grand metteur en scène, dans la dernière pièce, était Moi, soldat inconnu, qui s'est joué à Michel Galabru. Le titre, il claque. Voilà. Jean-Pierre Mocky, la grande gueule du cinéma. Le Caméflex. Voilà. On se souvient tous de ce passage mythique. Peter Fonda, qui jouait dans Easy Rider. Voilà. C'était aux côtés de qui a joué dans la suite de Westworld, qui était Les Rescapés du Futur, ou Future World. Qui a joué un petit rôle dans Los Angeles 2013. Bon, alors quelqu'un a un film à rajouter là, tant qu'on y est? Non. La proie sauvage, oui. Il a joué dans un film qui s'appelle Otage à la Tour Eiffel. Michel Aumont, encore grand acteur. Super second rôle et tout. Charles Gérard, qui était l'un des partenaires de L'aventure, c'est l'aventure. Belmondo, surtout aussi. Sid Haig, qui faisait Capitaine Spaulding dans les films de Rob Zombie, qui avait eu un petit rôle aussi dans Jackie Brown, il faisait le juge d'instruction qui emprisonnait Jackie. Mais voilà, c'était une gueule très particulière. Et là, c'est encore une gueule qui nous quitte, tout aussi bien que Robert Foster, qui joue aussi dans Jackie Brown, qui joue le prêteur de caution de Jack. Et dans la dernière saison de Breaking Bad, la 4ème ou la 5ème, ou que la 5ème. Et voilà, encore une tronche qui passe à gauche. Marie Laforêt. Ah oui. Trio mythique avec Maurice Renet et Alain Delon dans Plein Soleil, même si elle avait une carrière surtout des yeux de ouf, quoi. Destinée vers la chanson, mais voilà, dans Plein Soleil, elle éblouissait. Danny Aiello, qui jouait dans 12 The Racing et dans Léon. C'est pas lui qui a joué Ruby, dans L'échelle de Jacob. Ouais, tu vois, j'attends toujours que tu me le montres. Ah bon, on va se le faire. Anna Karina, évidemment, la muse de la Nouvelle Vague, la muse de Godard, bon, tout ça. Claudine Auger, qui était la première James Bond girl française, qui a initié une vague après elle, mais c'était la première, il faut la saluer. Et pour terminer, Sue Lyon, qui jouait Lolita dans le fameux Lolita de Stanley Kubrick. Alors, messieurs, en un ou deux mots, votre mort marquante de l'année, Nono. Ah, moi, c'est Jean-Pierre Mocky, moi. J'ai repensé, j'ai réécouté, et j'ai vu un documentaire d'ailleurs qui datait de 2016. Et tu vois que le gars traversait les époques, mais restait lui-même, et qui est toujours là à insulter tout le monde, mais un authentique qui a fait, je sais pas, 50 films au moins, enfin une cinquantaine. Lolo. Rutger Hauer, on ne dira jamais la fameuse
Le fameux monologue sur la colombe. Improvisé. Moi aussi, c'est Roger Hauer avec toutes les images qu'il nous laisse en tête, que ce soit la chair et le sang, que ce soit. Même ses nanars et tout ça. Oui. Non, c'est vraiment la mort de Roger Hauer parce qu'il n'est pas non plus mort très. J'étais partagé. Il n'est pas non plus mort très vieux, hein, Roger. Donc, tu vois, il avait encore peut-être des choses encore à montrer. Sam. Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, pareil, ça s'aligne tous les deux. Pascal, pour conclure. Moi, ça sera plutôt Le Grand. Michel Legrand. Voilà, des musiques inoubliables, Les Demoiselles de Rochefort, l'affaire Thomas Crown, et aussi quand même un peu Donen, parce que voilà quoi, des grands classiques de la comédie musicale. Voilà, et je voudrais juste citer un dernier nom. Un peu en avance pour l'année prochaine, il est mort il y a quelques jours, mais je veux pas l'oublier, c'est Shishidojo, grand acteur japonais. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le dire, responsable, très reconnaissable à sa bouille de hamster. C'est pas mal, en avance. Le plus cool. Toi, tu vas mourir bientôt. Dans le film de Seijun Suzuki. Voilà. Okay. Bon, messieurs, nous arrivons à la fin. Alors, on va quand même anticiper sur 2020, même si on est déjà presque un mois passé depuis cette nouvelle décennie, avec le film que vous attendez le plus pour cette année. Pareil, un mot, pas plus. On va commencer par Sam. Moi, j'ai regardé la liste. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, mais vraiment, alors là, c'est horrible de dire ça alors qu'on veut de la nouveauté, mais je crois encore au nouvel Halloween. Halloween, oui, voilà, Halloween Kills. Puis j'adore Jamie Lee Curtis, donc rien que le plaisir de la revoir. Voilà. Camelot, parce qu'il sort le 29 juillet. Et c'est un défi, on va voir où est-ce qu'il va aller avec Alexandre Astier déjà. Bon, est-ce qu'il réussira à faire sa trilogie ou pas? Déjà, il arrive à faire son film, ce qui est déjà gageur quand on sait le chemin de croix. Je pensais qu'il n'allait pas le faire, honnêtement. Non. J'en ai 3, j'en dis un seul alors. Flingué. Bon, allez, je vais dire ce que l'abondance m'a vraiment chanté, c'est un très. Bon, Tenet, Christopher Nolan, c'est au mois de juillet, je crois aussi. Oui, je crois c'est en juillet et. Oh putain, au mois de juillet. Voilà. Pascal? Alors, effectivement, bon, c'est vrai que Tenet, ça peut être sympa. Il y a The Mank de Fincher. Voilà, c'était mon deuxième. Je sais pas quand. Sur Netflix. Et là, sur Netflix. Mais étant énorme fan de Fincher, voilà, il fallait le signaler. Bon, le Scorsese, The Moon, je sais pas quoi. Ah ouais, mais là, t'anticipes en 3 ans, toi. Là, un dont je suis très curieux de voir des images, c'est justement le Dune de Villeneuve. On en a un peu parlé entre nous, et voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais par contre, celui que là, dans l'immédiat, j'ai envie de voir, qui est fini, dont j'ai loupé les projections au Festival d'Annecy et les quelques avant-premières qu'il y a eu, et qui n'a pour l'instant pas encore de date de distribution, ou de bande-annonce, m'énerve un peu, c'est Ride Your Wave de Masaaki Yuasa, génial, enfin voilà, animateur de génie qui avait été récompensé déjà à Annecy avec Lou et Lille aux sirènes, réalisateur de Mind Game. Toujours dans l'animation pour toi en fait. Voilà. On n'en sort pas. Bon bah moi c'est évidemment Tenet parce que tu dis Christopher Nolan. J'ai pas besoin. Non, un deuxième, en 2 mots, The French Dispatch de Wes Anderson. Ah ouais. Allez. Pas faux. Ah, c'est vrai que cette année il va y avoir du Nolan et du Wes Anderson la même année. Je peux faire une parenthèse. Et le James Bond aussi. Je fais une parenthèse rapide. Ça va être la première année depuis très longtemps où on n'aura pas de Star Wars. Il y en aura très. Tu veux dire on va respirer? Ouais. Tu penses on n'aura que 2 Marvel. Que 2 Marvel, ça c'est bien. Et 2 DC Comics. De toute façon, j'irai pas les voir. Donc ça a souligné l'année 2020. Oui, c'est bien. On va vraiment respirer là-dessus. Est-ce qu'ils vont quand même profiter de cette pause pour produire un peu des films différents, pour faire leur introspection, tu veux dire réfléchir, c'est ça, produire des choses, tu veux dire que on a discuté, non, puisqu'ils ont viré le réalisateur de Stranger Things. Pendant qu'ils sont allongés sur leur tas de billets, je ne crois pas qu'ils vont penser à. Ils ont viré le réalisateur de Stranger Things qui était avec Doctor Strange. Doctor Strange. Ah bah il y a celui-là qui sort, alors ça s'est fait un des 2 réalisateurs. Bon, là ils sortent pas cette année, ils n'ont pas encore commencé à tourner. Ah le Strange il sort pas cette année? Non, c'est de toute façon tant mieux qu'ils le sortent le plus tard possible. Ça partir sur le film. C'est parti, on enchaîne. Bon messieurs, en tout cas ce fut un plaisir de
faire ce bilan de l'année avec vous, mais évidemment, vous connaissez la tradition. Samuel ne la connaît pas, il va vite l'apprendre. On va finir ça sur un petit quiz, un petit jeu des familles. Ouais. Alors, comme on est un nombre impair, cette fois, je vous propose de faire des équipes. Alors, on a vu que il y avait un couple qui s'était créé là ce soir. Évidemment, les vieux de la vieille, Pascal et Nono qui sont ensemble. Donc, voilà, on va aller très vite. Quel a été le plus gros succès de l'année en France cette année ? Le Roi Lion. Ah oui, d'accord, ça commence bien. Je peux taper ou pas ? Avengers Endgame. Non, le Roi Lion. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Ah ouais. Alors, c'est pour ça que c'est pas J'avais juste les chiffres de Parasite, 1 million ouais, il a tout pété, le Roi Lion. 10 millions. Les mecs, une question que je vous pose à chacun. Est-ce qu'il a fait plus ou moins bien que l'original ? Votre avis ? Je pense qu'il a fait moins bien. Moins bien, et vous ? Un peu moins bien. Moins bien. Plus. Ah, tu dis moins ? Faut s'accorder les mecs, hein. Bon, alors. Toi, tu dis moins bien ? Ouais. Bon, moi, je dirais plus. Alors, plus, allez. Moi, je dis plus. C'était moins. Et ça se trouve de quelques 100 000 entrées. Puisqu'il a fait, il a quand même tablé les 9 millions et l'original a fait 10 millions. 10 millions. Alors, on sait que le film, pour correspondre un peu à la spécificité ethnique du lieu de tournage, a changé totalement son casting. Il y a cependant un acteur qui est resté par rapport au dessin animé. Qui est-ce ? La voix de américain. Non, c'était pas James Earl Jones original. James Earl Jones. Très bien, Pascal. Quoi ? Mais je l'ai sorti avant lui. Non, tu l'as dit dans ta barbe. Je ne vais pas vous demander quel a été le plus gros succès français de l'année, mais je vais vous demander lequel a suivi. Le deuxième plus gros succès. Oui, d'accord. Pour un film français. Non, français. un tuche. Les petits mouchoirs 2. Donc, Nous ne vivrons pas ensemble. nous ne. Finiront pas ensemble. Tu l'accordes par beauté du geste ? Oui. Ouais. Allez. Grand seigneur. De partout. Ouais. D'ailleurs, alors là, on va faire un jeu du chacun son tour. Je vous dirai plus ou moins. À votre avis, combien de films français ont dépassé le million d'entrées ? On va commencer par Nono et Pascal. 7. 18. Plus. 18. Moins. Moins de 18 ? 12. Plus. 15. Plus. 17. Moins. 16. On l'a dit. Je vais vous demander, ça va être le principe des listes, c'est chacun son tour, on donne une réponse et celui qui foire, malheureusement, donnera le point à l'autre équipe. C'est pour ça que vous pouvez vous concertez-vous avant de balancer les deux réponses. Je vous demande la liste des films qui ont fait plus de 3 millions d'entrées en France cette année. Il y a 11 films qui ont fait plus de 3 millions. En France, mais français international. Oui, bien sûr. Il y a Le Roi Lion. Le Roi Lion. Il commence. Le Roi Lion, c'est bon. Avengers Endgame. C'est bon pour Star Wars Avengers. 9. C'est bon pour Star Wars. Nous ne finirons pas ensemble. Et bien, Merde. Eh bien non, parce que il a fait 2 millions et quelques. Alors, comme vous avez commencé, il faut que vous donniez une réponse. Joker. Voilà. Ils ont conclu cette liste. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait La Reine des Neiges 2. Ah putain, il y avait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que je vous ai demandé. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Le deuxième succès. succès, en fait, le premier c'était. C'est pas le premier d'ailleurs. Au box-office 6 millions. Toy Story 4, Captain Marvel, Dragon 3, Spider-Man Far From Home et Jumanji. Ça fait quand même beaucoup de Disney. Ça fait beaucoup de dope surtout. Pas mal de c'est ce que j'allais dire. Ça commence par la même lettre, ça devient synonyme. Alors, par contre, DC a un peu relevé la barre avec Joker qui a atteint les 5 millions d'entrées. Quel a été le deuxième succès de DC Comics cette année? Non. Gal Gadot. Shazam. Que moi j'aime. C'est Shazam? Ah, je pensais qu'Aquaman. C'était mon film, j'ai hésité pour mon film coup de cœur. Il est sorti l'année dernière. Moi je l'ai vu cette année. Ah oui, mais toi. Alors, Shazam que j'adore. Ça fait 5-2 pour l'équipe Sam Lolo. Une petite question à la façon de Julien Lepers. Vous êtes prêts? Je suis un réalisateur né en 1968 au Texas, touche à tout prolifique aussi bien dans la production que le montage ou la musique que je compose moi-même pour certains de mes Jim films. Jarmusch. J'ai réalisé mon plus grand succès en France avec l'adaptation d'un manga qui totalisa 2 millions d'entrées. Auparavant, je m'étais fait connaître par une autre adaptation d'un célèbre comique dans lequel mon ami Tarantino vint me supplier pour filmer quelques scènes. Je suis Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Il est noté que ça, c'est Alors, souvent je vous demande quel a été le meilleur film noté selon les spectateurs Allociné. Celle-là, je vous demanderai la meilleure note, mais sur IMDb.
Joker, voilà. Joker qui sera l'un des grands favoris des Oscars, au même titre que Sam Mendes et son 1917, qui va peut-être avoir son deuxième Oscar. Je vous demande quel a été le premier pour Sam Mendes. American Beauty. American Beauty. Ah merde, je le savais en plus. Et toujours dans la récompense, quel a été le meilleur réalisateur cette année aux Oscars? Cette année aux Oscars, meilleur réalisateur? Ouais. Réalisateur. Réalisateur? Ouais. Merde. Meilleur réalisateur? Oh putain. Bah c'est pas le mec, le con qui a fait Green Day là? Non. Green Book. Green Book. C'est Farelli. Ah. Putain, faut que je me remémore les... Ah ouais, Pour se remémorer comme ça. C'était pas Adam McKay, hein. Non. Très connu d'ailleurs. Mais c'est vrai que son film était particulier. Parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Ah, Roma, Alfonso Cuarón. Ah putain de merde. Bien. Ça fait 6-5. Vous avez rattrapé votre retard. Ouais. Alors Cuarón, qui donc l'an dernier a reçu son deuxième Oscar, il rejoint la liste très prestigieuse des réalisateurs à plus d'un Oscar. Il rejoint son pote Iñárritu, qui avait aussi 2 Oscars. Mais quel était celui d'avant à avoir reçu un deuxième Oscar? Avant Cuarón et Iñárritu? Ouais. Ça date de 2015. C'est pas Del Toro? Hein? Non. Del Toro, on n'a qu'un seul. Ouais, Del Toro, il en a qu'un seul, ouais. On peut dire des réponses, bien sûr. George Miller? Non. Non, c'est pas Non, lui. c'est pas George Miller. Non, deuxième Oscar en 2015. Le pauvre. 2015, ce n'est pas un réalisateur américain. Il a fait... Stanley Spano? Non. C'est pas Menabar, c'est pas... Attends. 2 Oscars? Ouais. 2 Oscars. 2015. C'est pas un réel américain, il a tourné des films dans son pays d'origine aussi bien que... Verhoeven? Non. En 2015, il a pas eu d'Oscar, Verhoeven. Qu'est-ce qu'il a pu... Ça risque d'être un peu chaud comme indice. Ah mais là-bas, non. Non, je t'ai dit pas hispano. Il a adapté un très célèbre livre écrit par un Canadien. Villeneuve, Denis Villeneuve. Non, c'est le réel canadien, mais il est asiatique. Ah merde, j'ai la caméra qui est une plante là. Quoi, il est asiatique? Par Chan-wook? Non. Ah putain, je sais plus. Attends, Canadien? Non, il est asiatique, le réel. Ah, Angli. Eh merde. Oh là. Pour Brokeback Mountain et pour Life of Pi. Roma qui a été l'un des grands favoris aux Oscars l'an dernier, qui a eu 10 nominations, qui est reparti avec 3 statuettes. Quel était le deuxième film le plus nommé, qui est reparti pour le coup avec une statuette? Green Book? Non. Non. Il est reparti avec une statuette très prestigieuse, mais c'était pour le coup la seule qu'il a eue. 10 nominations et il est parti qu'une seule statuette. Ouais. Qui c'est qui est le meilleur comédien? Il a dit. Non, Bohemian Rhapsody, mais donc comédienne. Et meilleure comédienne, c'était qui? Mais c'est ça qu'il faut, à mon avis. Ah. Ah si, parce que vous êtes en plein dedans. Ouais. Merde, qui c'est qui est là? C'est pas First Man? Non. C'est un film où il y a beaucoup de femmes, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes. Ah, mais Black Panther. C'est même un trio d'actrices qui compose le film. C'est pas Billboard, True Billboard? Non, ah, c'est il y a 2 ans. Je l'ai. Ça va balancer. Mais je l'ai, mais au bout de la langue. Ah oui, c'est pas... Le réal a un nom un peu... Les veuves. Ouais. Non. Non. Le réal a un nom un peu grec. Ah, c'est Yanis. C'est Yanis La favorite. Ok, j'ai Et qui a reçu l'Oscar pour Olivia Colman, du coup, voilà. Ok. Ça fait Sam Lolo, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 6. Pas sérieux ça, mais... C'est serré, mais on y va, Donc, on fonce là. On reste dans les récompenses avec Iñárritu qui cette année était le président du Festival de Cannes. Je vous demande qui a présidé Berlin cette année? Berlin. C'est pas Binoche? Oh putain. Il est bon. Hein. Chaud bouillant. Et donc on va retourner dans le 3e festival prestigieux, puisque c'est Joker qui a eu le Lion d'or à Venise, mais qui a eu le Lion d'argent. J'accuse. Ouais. Chaud bouillant là. Chaud. Il est bon lui aussi. Ça fait du 8. Et vous pensez être allé...
5. Ok. Ça fait de l'égalité. Parfait. Récompense toujours. Qui a eu le César d'honneur cette année? Alain Delon. Non. Merde. César d'honneur, pas palme d'honneur. Qui c'est qui a eu Pas le César Belmondo? d'honneur? Non. Mais on est dans un acteur Vous êtes mort. très classe aussi. Français. Kev Adams. Michael Douglas. Georges On Clooney? n'est pas loin. Kirk Douglas. Non. C'est pas Georges Clooney? Non. ça Attends, pas loin quand tu dis pas loin, c'est la période C'est pas Actors loin, Studio, mais quoi. aussi, oui, on est dans la Michael période Douglas. Michael Douglas, un Michael- peu. Michael même encore un Douglas, peu. c'est pas du tout, Peut-être un peu plus âgé encore que. Plus âgé que Michael, ouais. Ouais, ce serait pas faux. Dustin Hoffman. Il a fait une fausse annonce de retraite. Bon, bah, ça, Jeremy. Ils ont tous fait ça. C'est un anglais ou un américain? On n'est pas loin. C'est un Américain C'est un américain. qui a fait des films très engagés, qui a été à la fois acteur et réalisateur, il me semble. Acteur et Pas Jack Nicholson. Non, il a Mais il a pas été Et réalisé. si, il a Si, il a réalisé. Bien réalisé. sûr que si qu'il a réalisé. Ah, Jack oui. Nicholson. Ouais, mais pas sur sur du sud, mais pas. Donc c'est pas Clint Eastwood. Non, pas. hein. Bah c'est. On est dans son pendant démocrate, on va dire. Alors plus un des. Robert Redford. Ah, mais- Oh non, ouais. C'est vendu. Alors là, Comme les démocrates tout de suite. mes amis, ça va être Voilà, c'est ça. un On parle de démocrate, de gauchisme, de. Ça va être un je vous le jure. questionnaire de rapidité, puisque je vais vous lister, et ça va fuser, hein, donc là pas de consultation. Vas-y, fuse. Je vais vous lister la liste de films qui ont fait un bon gros bid de cette année Ouais. en France, et vous allez devoir me dire leur réalisateur. Ok, vas-y, c'est parti. On C'est est chaud. prêt? Just a Gigolo. Anthony Là, Épée. Olivier Barou. Olivier Barrault. Olivier Barou. Non, non, Pascal. Allez. Black Snake. Ah bah c'est Genji. Thomas Njijol. Et. Njijol. Andy Joel. Encore Élysée, je crois, mais bon. Ouais, mais bon. Bon, Andy bien. Andy Joel. Allez, Point. Pourtant, il est bien. convoi exceptionnel. Bertrand Blier. Ouais. Ah, bien. Toute ressemblance. Michel Denisot. Ah oui, C'est Michel bien. Denisot. Putain, il est Ouais. en train de nous Ils ont- Bien sûr. All inclusive. Autonalité. Bien. Ça, bien. Bravo. Ils sont chauds. Et attention, attention, final. Le dindon. Bah c'est Jalil Lesper. Ouais. Et d'ailleurs pour l'anecdote, Bravo. ça aurait dû être Guillaume Gallienne qui était tellement débordé qu'il a Ouais. demandé de l'aide à Jalil Finalement, Lesper. il a eu le nez creux. Ouais, bah, Égalité parfaite, messieurs. Vous êtes Ah, bien. putain. On égalité. repasse. Je Ouais, crois ouais, qu'on ouais. avait niqué, non Non, Non, non. non. Merde. On repasse aux listes. Ouais. Donc là, c'est pas vous gueuler vos réponses, Ouais. c'est chacun À son tour. D'accord. Puisque, on le sait, je vous l'avais dit dans la partie nécrologie, nous avons perdu Freddie Jones, qui était l'acteur fétiche de David Lynch. Alors maintenant que nous avons 36 bières dans le gosier, chacun à son tour, vous allez devoir me donner les films de David Lynch. En commençant par Pascal Nono. Et attention, pas le droit à l'erreur, hein, vous dites une connerie. Bien sûr. Attention, Dune, c'est bon. Bah Mulholland Drive. Ouais, t'as le droit aussi de bien les dire. Inland Empire. Inland, Que je vais essayer de découvrir d'ailleurs en Christine Matin. À vous. Elephant Man. Et Ant-Man, c'est bon. Twin Peaks Fire Walk With Me. Ah non, attends, de quoi tu bon. parles là? Tu parles de la série ou du Non, film? non, il y Non, a il y a eu eu un film. Attention, hein. À vous, Blue Velvet. Blue Velvet, Je veux dire les. Lost Highway. Lost Highway, Putain, je vais plus. C'est bon, j'en Eraserhead. Eraserhead, à vous messieurs. C'est l'heure et Lula. Sailor et Lula, Oh merde! il n'en c'est reste plus qu'un. Il en a fait des films. The Tractor Head. Une vie tranquille, une route tranquille. The Je Tractor ne peux Head. pas Merci les gars. l'accepter. Ah voilà. Hélas. On peut le dire nous C'est Non, On a non, le droit tu dis pas, tu Bah, derrière. vous avez perdu de toute façon, C'est ils peuvent quoi vous achever derrière. Là, C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Straight Je me disais, il va peut-être en. Il va Ouais, mais peut-être, nous on veut le titre en américain là, parce que Ouais, le c'est celui-là. petit francisme. je voyais parfaitement le film, le mec sur sa tondeuse. mais- Et ils sont tous là les films ouais On les a tous dit, en fait, les a tous dit, il y hein. avait 10 films de 10 Lynch. films. Je me suis dit, est-ce qu'avec le temps, vous allez... Oui, ça, mais tu quel te dis. branleur. Je me suis dit, est-ce qu'avec le temps, l'émission, Je la crois fatigue, vous allez pouvoir me dire tout ça. Alors, on passe à la dernière question, messieurs. Les films de Mais bon, il y a un point d'écart, et du coup, pour la beauté du geste, on va dire que cette question vaut 2 points. D'accord? Ah bah tiens, on va Ce me sont niquer là. Nono et Pascal qui mènent, et Merde. vous avez du retard. Alors, l'un des... attention, parce que je me suis creusé pour celle-ci, elle risque d'être un peu longue, mais je la trouve très excitante à faire. Ok. L'un des succès de cette année, c'est le film de Tarantino, Il était une fois à Hollywood. Mais attention, En France. contrairement
à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le plus gros succès de Tarantino en France. Ok? Donc ce que je vais vous demander, ça va être chacun à son tour. On va commencer par exemple par l'équipe qui est menée. Vous allez devoir me dire quel est le trio, quel est le tiercé des plus gros succès de Tarantino en France. Attends, je vous explique. Bien sûr, dans l'ordre, évidemment. Donc vous allez devoir me donner 3 films que vous pensez avoir été les 3 plus gros succès, en commençant par le plus haut et en décrescendo. Et moi, à la façon Mastermind, le jeu Mastermind, je vais vous dire, bah, vous en avez un bien placé, un de mal placé, ou un complètement hors sujet, ou alors 2 hors sujet, un bien placé. Donc, non, ça va se faire de mémoire, vous allez voir. Donc vous voyez, ça va être ça, sans vous dire évidemment lesquels. Vous allez devoir, et une fois que vous aurez dit votre proposition, si elle n'est pas bonne, vous passez la main à Nono et Pascal, et ainsi de suite. D'accord. D'accord, donc là c'est un jeu, faut quand même... Alors je vous laisse le temps de vous concerter. On a le droit au stylo pour se concerter, c'est au lieu de... Ah, Tu veux être foulé? Un troisième? Ouais. Alors, attention, les gars. On est prêt. Les gars, écoutez. Alors, vous dites, premier. Alors, premier, Pulp Fiction. Deuxième. On avait dit Reservoir Dogs, c'est ça? Non. Attends, réfléchir. Heureusement qu'ils se sont concertés. Mais je suis d'accord. Un Ghostbusters. Deuxième et troisième, les 8 salopards. Vous en avez 2 de mal placés et 1 hors sujet. D'accord. J'ai mal barré quoi. À vous. Alors à nous. Alors, nous. Oui. En première place, Inglourious Basterds. Ouais. En deuxième, Django. Et en troisième, Pulp Fiction. Ouais, Pulp Fiction. Vous avez écouté? Ouais, attends, on va répéter. Ouais, Inglourious Basterds, Django, Pulp Fiction. Vous avez 3 mal placés. Donc, putain, ça vous a aidé ça. Attends, on peut se consulter 2 secondes? Bien sûr. 3 mal placés. Attention, parce que là vous leur avez. Je dirais en troisième. Vous êtes vraiment. Reservoir Dogs, c'est génial, mais c'est pas le meilleur succès. Ah bah, ils pouvaient pas commencer avec. C'est bon, on va vous niquer. Attends, c'est vrai. Roulement de tambour. Voilà, vas-y. Inglourious Basterds 1, Pulp Fiction 2, Django 3. Vous avez un bien placé, 2 mal placés. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah merde. Consultation Pascal Nono. Django, Pulp Fiction, Inglourious Basterds. Putain, messieurs, vous avez 3 bien placés. Bravo. C'est qu'il est nul là. C'était effectivement Django, le plus gros succès. On vous a bien aidé quand même. En France. Pulp Fiction. Et moi j'avais un doute sur ça. Pulp Fiction entre Inglourious Basterds et Pulp Fiction, ça se joue à des milliers. C'est marrant parce que parmi ces fois, il y en a 2 que je déteste. À quelques milliers de spectateurs, mais voilà, ce fut cette dernière question qui vaut 2 points. Je voulais dire Django en fait. Ah bah vous auriez bien commencé si vous avez... Vous justifiez pas, Reservoir Dogs, c'est génial, ce qui en termes de box-office... Alors que ce fut très serré. C'est un réalisateur de merde. Ce fut très serré et je suis assez content de cette dernière parce qu'elle bien, mais carrément. Mais c'est une victoire pour l'équipe Pascal Nono et on peut les applaudir, moi je les applaudis. Et c'est ainsi messieurs que nous concluons ce grand NIMP de l'année 2019. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, à 3 caméras en plus, on est monté en grade cette année, j'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine on est carrément sur France Télévisions. Et ce fut un plaisir de partager ça encore avec vous chers spectateurs. En attendant, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très très bonne année 2020 à venir. Et surtout, n'oubliez pas que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant. Alors, profitez-en. À bientôt tout le monde. Ouais.